Ok. Donc, revenons donc au départ. Tout à l'heure, là, j'ai entendu que l'excision était une pratique africaine ou quoi que ce soit. Je sais qu'il veut m'emmener à l'intérieur. C'est strictement faux. L'excision est une pratique qui est musulmane. Il y a des textes de l'islam qui le démontrent. Il y a plusieurs hadiths authentiques qui prouvent que l'excision est une pratique islamique. Il y a un débat chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les kémites. Il y a certains kémites qui pensent que c'est de la pratique africaine et d'autres pensent que ce n'est pas le cas. Donc il y a deux écoles. Je fais partie de l'école de ceux qui ont démontré, ont prouvé que ce n'est pas une pratique qui est africaine, notamment. Donc il y a des éléments comme ça chez les kémites où il y a des désaccords et nous sommes en désaccord sur ça. Par contre, il n'y a aucun désaccord sur le fait que c'est une pratique musulmane. Dans les hadiths authentiques tels que Jami Tirmidhi numéro 108, on démontre que c'est une pratique qui est islamique. Lorsque vous prenez le Humdat Salik par exemple, la section E 4.3, n'est-ce pas, dans ce livre qui est une des références quand même en matière d'islam, on démontre, ils expliquent très clairement que la circoncision de la femme, c'est-à-dire que l'excision, n'est-ce pas, est obligatoire. On est kat al-jaldah en islam. Et c'est obligatoire pour la femme, notamment, ils le disent. Et il y a plein, lorsque vous prenez par exemple dans un des livres fondamentaux de l'islam aussi, Al-Mudawa, notamment de Ibn al-Qasim, par exemple, dans le volume 1, au niveau de la page 93, on explique également que, on pourra lire les textes si vous voulez, on explique que l'excision est obligatoire en islam parce que Aïcha, la maman des croyantes, il faut le savoir, elle a été excisée elle-même aussi. Ça, il faut le savoir. Donc, on pourra sortir également dans la Sirat Rasulallah, c'est-à-dire la biographie de Mohammed, où on explique que l'excision était recommandée, était obligée par des musulmans. Et quand on a fait l'esclavage arabo-musulman, on a apporté, n'est-ce pas, l'excision en Afrique. Donc ça, on pourra citer, il n'y a même pas de problème à ce niveau-là, on pourra citer plein de textes. Et lui, là, il est sunnite, donc il ne pourra pas refuser ces textes de l'islam sunnite. Donc s'il veut le débat, je sais qu'il veut axer le débat sur ça, mais on va le détruire proprement sur ça. J'ai entendu dire, est-ce que là, il peut y avoir de la spiritualité sans Croyance, avoir... croyance, sans Bon, croyance. ça ne veut rien dire. Il peut y avoir de la spiritualité sans croyance, parce qu'il faut d'abord savoir ce qu'on appelle la spiritualité. La croyance, c'est le fait d'accepter que des choses sont des vérités absolues sans avoir de preuves. La spiritualité, c'est une recherche de sens, c'est une exploration de soi. C'est un rapport intime qu'il y a entre l'humain et la nature. Et chez Anta Diop, on parle à l'herbe sous les tropiques, c'est-à-dire qu'il qualifie la spiritualité africaine de, je vais le lire, donc dans à l'herbe sous les tropiques, ici, là, il appelle ça, n'est-ce pas, il dit que c'est un lien qu'il y a entre l'Africain et la nature. Et il dit que ça n'a rien de scientifique. Là, par exemple, si vous allez au niveau de la page 43 et 44, il dit il existe, il y a une communication instinctive entre l'Africain et la nature qu'aucune croyance ne saurait abolir sans que ce ne soit néfaste pour lui. Donc, cette communication instinctive entre l'Africain et la nature, il dit que c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Il dit, et c'est grâce à cette communication que l'Africain pourra atteindre son niveau humain véritable spécifique et atteindre aussi la réalisation de toutes les potentialités qu'il porte en lui. C'est Diop qui le dit. Donc il dit, et ça, c'est ce qu'il appelle, lui, la spiritualité. Et juste en haut, il disait que la renaissance africaine ne pourra être possible que lorsque l'Africain sera redevenu lui-même, c'est-à-dire que lorsqu'il aura cessé de se faire engrainer par des croyances sordides qui ont atrophié son âme. Par croyances sordides, il parle de l'islam qui est la plus sordide des croyances. Et je suis d'accord avec Israël Kofi quand il dit que dans ce genre de débat, les musulmans sont en général les plus en retard, les moins qualifiés souvent. Et c'est souvent ce que vous pouvez le remarquer par vous-même. C'est souvent les derniers de la classe la plupart du temps. Là, il dit ensuite ici, tandis que la croyance laïque en la nature n'a rien de scientifiquement absurde dans la page 44. Il dit, la croyance laïque en la nature n'a rien de scientifiquement absurde. N'est-ce pas? Quelque chose de laïque, ça veut dire que ça n'implique aucun dogme, donc il s'agit donc de spiritualité. Il dit, ça n'a rien d'absurde, de caduc ou de limité. C'est pour cela que nous espérons qu'elle est appelée à remplacer à l'avenir tous les faux contacts avec la nature. Il faut entendre par faux contact avec la nature le christianisme et islam qu'il appelle faux contact. Donc non, ça n'a rien d'absurde. Et en philosophie, par exemple, ça a été étudié,
n'est-ce pas, par des gens tels que Spinoza, dans l'école des stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète, ainsi de suite, mais Albert Camus également, et aussi dans ce qu'on appelle des philosophes humanistes contemporains. Là, je parle juste de ça, mais après on va me dire, non, mais les philosophes que tu as cités ne sont pas des là. Oui, je cite juste pour ceux qui savent, on parle de l'éthique, de l'existentialisme, n'est-ce pas, dans la philosophie de la contemplation, de la création, ainsi de suite, mais on va en parler si vous voulez. Donc oui, la spiritualité n'implique pas forcément la croyance et la religion en tant que telle, peut-être. D'accord, merci Medusa. Donc Israël, je vais donner 5 minutes, tu vas réagir, mais j'aimerais bien que tu réagisses sur ce qu'il a dit, et aussi, Ne t'inquiète pas. les musulmans sont les derniers de la classe. Je veux aussi que tu abordes ça, quelques 5 minutes. D'accord, merci. Par rapport aux thèses de Cheikh Anta Diop qu'il a dit, pour parler de la spiritualité, il dit il y a une communication instinctive entre l'Africain et la nature qu'aucune croyance ne serait abolie sans être néfaste pour lui. Et c'est grâce à cette communication que l'Africain pourra atteindre son niveau humain véritable spécifique, la réalisation de toutes les possibilités qu'il porte en lui. Donc, il a pris ce test, il en a parlé. Mais la chrétienté n'a jamais rejeté le fait de faire confiance à la nature. Lorsque vous prenez le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, si vous ne comprenez pas les choses de la nature, comment vous pouvez comprendre les choses spirituelles, les choses qui sont en haut? C'est pour cela que notre Seigneur, lorsqu'il est venu, il prenait toujours, pour parler du spirituel, il prenait les éléments de la nature. La Bible nous dit encore dans le 1 Corinthiens que la nature nous enseigne. Donc la nature est un enseignement pour le croyant, pour le chrétien. Et quand vous prenez le livre de Romains 1, la Bible nous va parler de la divinité. En nous disant quoi? Dans Romains 1, verset chose, la Bible dit les perfections invisibles de Dieu, sa divinité. Je cherche le texte. Excusez-moi. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'heure depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. En d'autres termes, pour connaître Dieu, pour connaître la puissance de Dieu, il faut prendre les choses de la nature. Là, nous pouvons connaître Dieu. La Bible n'est pas un livre qui contient toute la connaissance de Dieu. La Bible nous a fait ressortir aussi à la nature. C'est pour cela que notre Dieu, dans la Bible, souvent prend les éléments de la nature pour faire sa comparaison. Vous allez voir, on va l'appeler l'ex Jéhovah, on va l'appeler le rocher des âges, on va l'appeler le lion de la tribu de Juda, on va l'appeler, on va dire que sa voix est comme le bruit des eaux. Donc, il prend les éléments de la nature pour essayer de se comparer pour que nous puissions le comprendre. Parce que nous vivons dans la nature. Donc la chrétienté n'a jamais en aucun cas rejeté la nature. La chrétienté n'a jamais rejeté la nature. Rejeter la nature, c'est comme si nous rejetons Dieu. Parce que c'est la nature qui nous nourrit. Je n'ai pas dit que la nature est Dieu, mais la nature nous exprime ce qu'est Dieu et non pas est Dieu. C'est deux choses qui sont différentes. Pour mieux connaître Dieu, c'est dans la nature que nous pouvons le comprendre. C'est simple. Donc, rejeter cela dit que Cheikh Anta Diop, avant que la Bible en a déjà parlé. Tout ce que tu vas apprendre de Cheikh Anta Diop, il y a des gens qui ont déjà parlé de ça. C'est simple. Et lorsqu'il a parlé que moi j'ai eu à parler de l'islam, j'ai dit non, je ne débat pas avec le musulman. Parce que pour moi, on a trop fait des débats, pour moi, c'est fini ça. Le meilleur des débats, c'est avec les kémites. Parce qu'en chaque instant, on fait des débats avec les musulmans, toutes ces choses. Et puis pour moi, bon, le débat est fini, quoi. Voilà, donc il a essayé de mettre ça, il a glissé ça pourquoi? Je vous explique. Parce que depuis, ça chauffe sur sa tête. Ça chauffe sur lui. Il voit que partout, quand on donne nos arguments, on se base sur ce qu'il dit. Ben Islam, les élèves d'Al-Mari se basent sur lui. Moi aussi, je me base sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour se désengager, il va essayer de mettre maintenant en bataille, moi et le musulman. Là, il va dire quoi? Vous voyez? Les religions abrahamiques ne croient pas entre eux-mêmes. Ils sont en train de faire une guerre entre eux parce que ça chauffe. Il ne peut pas s'en sortir. C'est pour cela qu'il a utilisé cette malice, cette ruse, pour essayer de mettre ce venin-là, pour mettre là entre nous. C'est ça qui est là, le débat. Mais depuis le débat a commencé, si tu as remarqué, tous ces arguments qu'il prend, on le mate. Donc pour faire faux fuyant. C'est pour ça qu'Israël a dit, pardon, ne prends pas mes arguments comme vrais. Hein, parce que tout ce que le religieux dit, c'est faux. Donc ne te base pas sur mes arguments.
Prends toi-même tes propres arguments et argumente toi-même. Dis ce que tu penses de l'islam. Ne dis pas ce que moi je pense de l'islam. Moi, j'ai ma pensée de l'islam. Les élèves m'ont dit à sa pensée du christianisme, j'ai ma pensée du kémitisme. Donc, prends toi-même tes propres arguments et parle en ton propre nom. Je ne t'ai pas envoyé, tu n'es pas mon prophète, je ne suis pas ton Dieu. Donc, garde pour toi-même. Voilà. Donc, par rapport à la nature, frère, c'est ce que je peux répondre. La Bible ne nous a pas rejetés sur ce côté-là. Jésus-Christ a pris les éléments de la nature. Donc, notre premier soin se trouve dans la nature. C'est pour ça qu'on peut prendre les plantes, les choses pour nous soigner. Notre nourriture, c'est la nature. L'air que nous respirons, c'est la nature. L'eau que nous lavons, c'est la nature. Tout ce que nous faisons, c'est la nature. Donc, d'abord, la première chose pour connaître Dieu, c'est dans la nature que nous prenons Dieu et nous avons la connaissance de Dieu. C'est ce que je peux dire et je m'arrête là. Ok, merci Israël. Bon, les élèves, je te laisse rebondir sur Medusa et Israël. Et aussi, je voudrais que tu répondes. Il a cité un truc, le meilleur débat, c'est entre les chrétiens et les kémites. Donc, nous t'écoutons. Moi, la gorge aussi tremblante de parole, j'avais soif de parler. J'ai dit, je vais faire ça aujourd'hui, là. Médusa, je vais te faire ça au propre. Je vais t'enseigner. Parce que ta grandiloquence, là, ça ne marche pas avec les intelligents. Lui qui est au-dessus de toi, là, Israël, il est mon allié. C'est un gourou, même s'il est bête. 2, je ne vais jamais, écoute bien, je ne vais jamais me discuter avec un chrétien devant un animiste. Je ne vais jamais m'associer à un animiste pour discuter avec un chrétien. Jamais. Parce que nous partageons des choses en commun, malgré notre différence. Pour revenir rapidement dans le sujet, le monsieur dit qu'il y a 2 écoles. Une école qui dit oui, une école qui dit non, et que c'est les Arabes qui auraient ramené les scissions avec l'esclavage. Tu as enlevé ça où, man? Tu as enlevé ça où? Arrête de mentir aux gens. Alors, je vais prendre l'un des plus vieux et plus grands sites kamites, appelé Isapoyakama. Il n'a pas qu'à de contester ça. Alors, je vais l'ouvrir rapidement. Permettez-moi juste que j'ouvre l'Isapoyakama. Pardonnez les gars, je fais sortir ça rapidement. Modo, excuse-moi. Où il est? L'Isapoya. Oh, mais tu ne vas pas me faire ça. Tu vois où je suis dans le débat là? Merde. Alors, non, excusez-moi, juste, je fais sortir ça de ma tablette. L'Isapoyakama. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit l'Isapoyakama? Ils ont été très très bien. La circoncision et l'excision, origine africaine et fondement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bon, je laisse ça. La circoncision et l'excision sont des pratiques qui existent dans la tradition africaine. Ces pratiques sont souvent décriées et critiquées, notamment en ce qui concerne la circoncision des femmes, appelée couramment excision. Mais quelles sont les raisons de leur existence? Ces pratiques sont-elles endogènes à l'Afrique? Viennent-elles d'ailleurs? S'interroge l'Isapoyakama. Origine africaine. Tout d'abord, il faut savoir que la circoncision et l'excision ne sont pas des coutumes qui viennent d'ailleurs. Ce sont des pratiques qui sont nées en Afrique et qui ne s'expliquent que du point de vue de la cosmogonie et de la pensée africaine. Maintenant, quelle est cette cosmogonie et quelle est cette pensée africaine? La circoncision, par exemple, est attestée depuis la plus haute antiquité dans la vallée du Nil. Il semble qu'elle a existé même déjà depuis la préhistoire. C'est ce que Cheikh Anta Diop nous confirme dans Nation nègre et culture, page 206, lorsqu'il nous dit que les Égyptiens étaient circoncis dès la préhistoire. Quelles sont les raisons de ces pratiques? Les raisons de ces pratiques sont liées à l'androgynie du Créateur. Rappelons que pour nos ancêtres, c'est-à-dire pour vos ancêtres, Dieu est un être androgyne, c'est-à-dire qu'il ou elle possède la double nature. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez des hommes qui se considèrent il ou elle. Donc c'est de la faute des ancêtres des Kamites. Ils se considèrent il ou elle et eux les Kamites les condamnent. Pourtant votre Dieu est il ou elle, possédant les 2 sexes. Donc il est il ou elle. Alors on nous dit, il est mâle et femelle. Et c'est ce qui lui permet de créer des êtres mâles et femelles. Et puisque dans la pensée africaine, l'être humain est un être divin, car issu de Dieu, l'être humain possède physiquement et spirituellement, comme le Créateur,
Regardez, comme le créateur, la créatrice. Cette nature androgyne, mâle et femelle. Le mariage dans la tradition, on le rappelle, est la fusion du principe mâle et du principe femelle, dans le but de ne faire qu'un seul corps et reproduire la nature de Dieu. L'homme et la femme étant réunis en un corps divin par le mariage, alors comme Dieu, ils peuvent créer des êtres humains. Mais le fait que les sexes ne soient pas clairement distingués à cause de l'androgynie de chaque être humain, le mariage n'aura pas lieu. Ça veut dire que toute femme kémite, tout homme kémite, qui n'est pas circoncis et qui est marié là, vos ancêtres sont en train de vous maudire. Mais ça, ils ne vous le diront jamais. Sourate 9, verset 29, le Coran dit, il faut dire les associateurs. C'est tout, hein. Ils se couvrent de la religion pour cacher leurs tares. Des tares qu'ils veulent améliorer ou remplacer. Parce que les Occidentaux les regardent avec leurs lois et leurs décrets universels. Tes ancêtres ont posé les actions par rapport à leurs dieux. Attends, tu as dit qu'il y a eu l'esclavage et nos dieux n'ont pas intervenu. Ok. Civilisation ou barbarie, Cheikh Anta Diop. Toute Moses. Ok, les élèves. Merci, les élèves. Bon. Mais, ah ouais. Médusa. Bon. Tu peux. Tu veux que je définisse 2-3 trucs Non, ou bien tu peux aller comme ça. Non, mets-moi en grand. Hein? Non, mets-moi en grand. Si tu peux me mettre en grand. Ok. Des, t'es là? Non, mais les modérateurs peuvent mettre en grand, il n'y a pas besoin de... Ouais, je suis là. Ok. Donc, je vais le mettre en grand, après tu te remets en grand. Okay. Vas-y. Vas-y, Médusa. Attends, j'ouvre juste la caméra et que tu... Attends un peu. Je lui donne 6 minutes. Hein. Ne soyez pas jaloux, Israël et les élèves. Vas-y, Médusa. Ok, j'allume la caméra. Nous sommes sur l'un des plus vieux sites musulmans qui s'appelle Islamka Info. Et voici ce que dit. L'excision n'est pas obligatoire, ce qui veut dire que l'excision est permis. Ça vient d'une question qui a été posée par un musulman. Voici ce qu'ils disent ici. L'excision fait partie d'un hadith directement attribué au prophète, c'est-à-dire à Mohamed. Bénédiction, tomate, oignon sur lui, avec de la moutarde. La circoncision est une sunna pour les femmes, c'est-à-dire est une sunna. Sunna veut dire obligation. Est une sunna pour les femmes et un honneur pour les femmes. Ça veut dire la circoncision. Circoncire une femme, ça veut dire l'exciser. Et si vous venez ici, là, on dit, dans son ouvrage Al-Mughni, n'est-ce pas, Adama, donc, Ibn Qudama normal, Ibn Qudama, pardon, dit, la circoncision est une obligation pour les hommes. Quant à l'excision, elle est un honneur pour les femmes. Un honneur pour les femmes. Et regardez, je vais vous montrer un truc qui va vous être très intéressant. Regardez ceci. Voici la carte du monde des pays qui pratiquent l'excision. En rouge, là. Voici les pays d'Afrique. Voici l'Arabie, les pays du Moyen-Orient. Et voici ici, là. Ça, c'est l'Indonésie, le plus grand pays musulman de la planète. Et un peu l'Inde, vu qu'il y a un peu de musulmans là-bas. Ça, c'est taux de prévalence de l'excision. Maintenant, regardez la magie. Hein. Je vais vous montrer la carte de l'islam. Voici la carte du monde des pays qui pratiquent l'islam. Comme par hasard, on a les mêmes pays qui pratiquent l'islam, là aussi et là. C'est comme si on avait pris la carte des pays qui pratiquent l'excision, on a appliqué sur la carte des musulmans, c'est pareil. Ces pays qui sont là, par exemple, des pays tels que le Congo-Brazzaville ne pratiquent jamais. Ici, là, la RDC, seul l'est de la RDC qui est islamisé dans les régions de Goma, la pratique.
Tout le reste ne pratique pas ça. C'est parce qu'il y a l'islam là-bas. Au Burundi, il y a 1% de musulmans. Il n'y a que 1% de femmes burundaises qui sont excisées. Tout le reste ne le sont pas. Le reste, jusqu'en bas là, on ne la pratique pas. La question que vous pouvez me dire, mais oui, mais Médusa, est-ce qu'il y a des sources de ce que tu dis dans l'islam? Bien évidemment qu'il y a des sources dans l'islam. On va vérifier ça tout de suite. Voici les sources de l'islam sunnite. Ici, on dit ceci. L'excision, les hadiths de leurs prophètes et dans les textes de l'islam. Nous sommes dans la Sunan de Abu Daoud, livre 41, numéro 5251. On dit ceci. Le père d'Abu al-Mahid, Oussama, ainsi de suite, a dit, rapporte que le prophète a dit, la circoncision est une loi pour les hommes et une préservation de l'honneur pour les femmes. Une préservation de l'honneur. C'est-à-dire que pour qu'une femme soit honorable, qu'elle puisse se marier, qu'elle puisse se considérer comme étant honorable, c'est ça. Voilà où les Africains ont appris que l'islam, que l'excision est honorable pour la femme, ce que les élèves de Abdul Majid viennent de dire là. Voilà d'où ça vient. Les Africains n'ont pas inventé ça. C'est pour ça que les endroits de l'Afrique qui ne sont pas touchés par l'islam ne sont pas touchés par l'excision. D'après Atiyah, ainsi de suite, une femme pratiquait la circoncision à Médine. C'est-à-dire qu'à Médine, il y a une femme qui pratiquait la circoncision. Le prophète, que la paix, ainsi de suite, voilà, a dit, ne coupe pas sévèrement, car cela est meilleur pour une femme et plus souhaitable pour un mari. C'est-à-dire que coupe un peu, mais pas sévèrement, n'enlève pas trop, mais enlève quand même, mais un peu seulement. C'est ce qu'ils disent. Et si vous voulez, je vous donne toutes les sources. Partout là, on ne parle que de ça. L'excision dans le Coran, dans la Sunna, partout, on en parle. Là, par exemple, je vais vous donner quelques hadiths authentiques. Attendez, c'est quoi le temps? Il me reste 1 minute. Là, vous avez Aïcha. Dans Jami at-Tirmidhi, numéro 108, on dit, lorsque les circoncis se rencontrent, le ghusl est obligatoire. Le messager d'Allah et moi-même l'avons fait. On a fait la circoncision. Et nous avons donc accompli le ghusl. Aïcha dit qu'elle était circoncis elle-même. Circoncision pour la femme, ça veut dire excision. Ici, on dit, dans Umdat at-Sali, comme je vous ai dit, au niveau de la section E4, numéro 3, on dit, la circoncision est obligatoire pour tout homme et toute femme, les femmes aussi. Il s'agit de l'ablation de la peau, kat al-jalda, du grand chez l'homme, et quant à la circoncision féminine, celle de la femme, l'ablation du clitoris. Ablation du clitoris. Allez vérifier, la source, elle est là. Et puis revenez me dire si c'est faux. Je rappelle que ça, c'est les sources de l'islam. Ce que dit un musulman, on s'en fout. Ce que dit les textes de l'islam, c'est ça qui est plus important. Ici, vous avez Al-Mudawa de Ibn al-Qasim, volume 1, page 93, qui dit « J'ai demandé ceci. La circoncision est-elle obligatoire pour hommes et femmes ?» Il répondit « Malik ne la considère pas comme devoir obligatoire, mais comme une pratique mutuelle. Une sunanu al-fitra, il appelle. Donc, ça veut dire qu'on doit la pratiquer. C'est quelque chose qui est fortement recommandé en islam. Bon, je crois que le temps pratique naturelle, d'accord. Le temps, ouais, mais si, me disent avec des sources. Ouais, tu as réagi avec des sources. Ça, c'est clair. Je n'ai même pas pu répondre à Israël. On viendra après. Ouais. Et, Israël, on peut laisser les élèves répondre à ça, si Israël, ça te dérange pas. Il n'y a pas de souci, ça ne me gêne pas. Ok. Non, on continue. Tu fais du favoritisme. Non, c'est pas du favoritisme, c'est pour répondre. Chacun attend son temps de réponse. J'ai demandé. Ah, mais s'il répond, je devrais répondre. C'est pour contredire. Oui, mais la contradiction, elle se fait naturellement. Donne la parole à Israël, on en viendra à son tour et je répondrai après. On continue tel qu'on a commencé. Ah, c'est compliqué. Oui, comme ça. Vas-y, Israël, c'est bon. Il dit, il veut pas. Non, attends. Il a dit tout à l'heure. Non, on continue tel qu'on a commencé. Ça devient non, pas du tout. Après moi, on donne à Israël et après lui, après moi. On continue. C'est parce que ce que tu as dit est très important. Tu as donné les sources. Et puis il attend. C'est ça. Pardon, donne-moi ton temps. Oh, Médusa. C'est comme ça, mon frère. Il n'a qu'à noter, moi aussi, ce qu'il a dit et ce que Israël a dit. J'ai même pas pu répondre à Israël. Pourquoi tu m'as d'accord, c'est vrai. C'est vrai aussi, ouais. Voilà. Et Israël, désolé, Israël. Oui, vas-y, Israël, vas-y. Ok, merci. Vous voyez, j'ai écouté Médusa parler. C'est comme ça les kémites sont. Tout ce qui est mauvais là, c'est pas de chez eux, ça vient des autres personnes. Mais quand c'est bon, ça vient de chez eux.
il y a l'excision et il y a la circoncision. Quand vous allez poser question à Médusa, parce qu'il sait que la circoncision, c'est une bonne chose. Il n'y a aucune organisation internationale qui s'oppose à la circoncision. C'est rare de voir ça passer par là. Mais quand tu vas lui demander, il va dire que ça vient depuis l'Égypte. Mais quand c'est l'excision, ça vient depuis l'islam. Vous voyez, c'est 2 poids, 2 mesures. On appelle Israël, l'excision. il a montré J'arrive. des sources. Il a montré Non, des sources. non, j'arrive d'abord. Je suis en train de parler. Je me laisse parler. Voilà. Il y a l'excision qu'on appelle l'excision pharaonique. L'excision n'est pas pendant l'islam. L'excision est avant l'islam. Je vais vous montrer une autre source encore. Aussi, comme il a montré source là, parce qu'il est parti sur le net. Moi aussi, je suis parti sur le net. Et puis, chacun va venir avec source. Et puis, on va voir là. Vous allez voir. On dit quoi? Tu peux venir en caméra, s'il te plaît, comme ça tu montres. Oui, je peux venir en caméra, il n'y a pas de souci. Je te mets en grand. Vas-y. Ok. Ah, ok. Et chacun montre la source qui lui plaît. Où est la partie là? Excusez-moi. J'ai la partie est quittée devant moi rapidement. Je descends. Attendez, je ressors pour faire ressortir ça vite. C'est mon visage qu'on montre. Ah, je ne savais pas. Excusez. Je suis en train de faire ressortir rapidement le site. Ça va sortir, excusez-moi. J'avais là, ça de suite là. Excusez-moi, j'ai déjà montré ça à Médusa une fois. On appelle ça l'excision pharaonique. Vous pouvez écrire ça sur le net, excision pharaonique. Et là-bas, ils ont dit que l'excision n'a pas de choses. Est-ce que c'est pas là? Ça doit être sur ça. Sur ce document-là, je crois bien. Ça doit être sur ça. Merci. L'excision, mutilation génitale. Donc, c'est une revue de presse. Et on va voir là. On dit les types d'excision varient d'une culture et d'une région à l'autre. L'Organisation mondiale de la santé les a répertoriés en 3 grandes catégories. Donc, c'est l'organisation, l'OMS. Le type 1, souvent appelé clitoridectomie, implique l'ablation de la pointe prépuce. Le type 2 se caractérise par l'ablation du clitoris avec l'excision. Le type 3, souvent appelé infibulation, est la forme la plus radicale et l'excision. Je continue. Au Soudan, le type 1 est dit sunnite et ne comporte généralement que l'ablation de la pointe prépuce. Le type 2, intermédiaire, est désigné sous l'appellation de matwassa et le type 3 est qualifié de pharaonique. 6. Donc, l'excision pharaonique. On nous parle de l'excision pharaonique. Or, quand on parle de pharaon, pharaon n'est pas chez les musulmans. Pharaon, c'est chez chose. On parle du type 3. Le type 3, voici le type 3 qu'on parle ici. Souvent appelé infibulation, est la forme la plus radicale de l'excision qui implique l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes, suivie de la suture de l'orifice vaginal, ne laissant qu'une petite ouverture pour l'écoulement de l'urine et du flux menstruel. Donc on dit c'est ça qui est la plus radicale et elle était pratiquée au temps de Pharaon. Donc, faut te calmer, Médusa. Ça ne vient pas. Donc, il y a 3 types d'excision. Si ça venait de la Bible, il allait dire quoi? Voici la source que j'ai montrée. Si ça venait de la Bible, il allait dire, vous voyez, ce sont les religions abrahamiques parce qu'il ne voit pas l'excision dans la Bible. Donc, comme il a vu l'excision dans les sources islamiques, donc en même temps, il s'accroche à ça pour dire c'est l'islam qui a envoyé. Non, on dit c'est le type 3 est qualifié de l'excision pharaonique. J'ai donné le thème, allez-y chercher ça sur Google, sur le net et puis partout, vous allez voir. En second lieu, Médusa nous parle des choses. On appelle ça quand même. Je vais prendre une source islamique. Merci. Je vais prendre une source islamique. Dans une source islamique, j'ai oublié le hadith. On dit le prophète a trouvé une femme qui pratiquait déjà l'excision. Je ne suis pas en train de défendre les musulmans. Une femme à Médine qui pratiquait déjà l'excision. Si ça venait du prophète, normalement, on aurait dit qu'il y a une révélation que Allah a donnée à son prophète. Une révélation. Ma minutes sont déjà finies? Ouais, c'est fini, Israël. C'était 3 minutes. Ah, non, c'était 5. C'était 5. Ah, j'avais mon problème de réseau, merci, il n'y a pas de souci. Ok, les élèves.
Moi, je me demande. Regarde, même-moi en train. Hum. Mais tout ça, tu ne devais pas contester ce que j'ai dit. Parce que je vais te faire ça bien. Enregistrer ce live-là et puis conserver. Vous allez voir que les gens jouent de votre ignorance. Tu peux montrer tes sources aussi, si ça ne te dérange pas d'activer ta caméra. Ne t'inquiète pas. Ah, Ok, ok. voilà. Ils se jouent de vous et ils jouent avec votre ignorance. Et ils vous produisent ce que vos oreilles veulent entendre. J'allume ma caméra. Il y a quelque chose qui va me fatiguer un peu, les gars. C'est très petit. Je ne pourrais pas placer la cam et puis lire en même temps. Ça va me fatiguer, franchement. Mais je vous montre déjà le titre. Ici. Et ils vont vous relater. Subhanallah. Nation. Je vais vous donner un petit enseignement ici. Regarde. Quand vous voyez nation, nègre et culture, ça veut dire les cultures qui avaient lieu dans la nation des Noirs. La culture ou les cultures qui avaient lieu dans la nation des Noirs. Et ici, Cheikh Anta Diop te dit, pardon, comme vous avez vu le livre, je vais fermer puis je vais lire, sinon je ne pourrai pas lire. Je ferme ma cam. Ah, il faut que tu montes, sinon ils vont rétorquer ce que tu dis. Hein. Ils ne vont pas accepter. Hein, les élèves. C'est pas grave. Modo, mon temps. Il ne peut pas contester ça. Non, mais il faut montrer en fait, parce que si tu ne montres pas, ils vont dire ce que tu as dit, c'est faux. Tu vois? C'est pour toi que je dis ça en fait. C'est pour toi que je dis ça. Je me Fais pas des choses pour lui, laisse-le. Regarde, je ne pourrais pas lire. Je ne pourrais pas lire. Au moins, j'ai montré... c'est pour toi que je dis ça. Parce que si tu ne montres pas, ils vont dire non, ce que tu dis là, tu as trouvé ça quelque part. C'est tout. C'est pour ton bien en fait. C'est pour toi que je le dis. Bon. En fait, laisse-le lire sans montrer. Où est le problème? Pourquoi ne te mets pas à son côté? Ça devient fatigant en fait. Bon, il t'a voilà dit, il veut lire. Si un truc n'est pas dedans, on va dire que c'est pas dedans. Je ne peux pas. Les gars, attends, mon temps. Regarde ici. Je suis chez Isapo Yakama. Regarde. C'est le kiki des ancêtres qui sont dans les mains, ils sont en train de couper. Voilà ça ici. Et là, vous voyez qu'il vous dit quelles sont les raisons de ces pratiques. Lisez avec moi. Les gars, franchement, hein, les raisons de ces pratiques sont liées à l'androgynie du Créateur. Rappelons que pour nos ancêtres, Dieu est un être androgyne. C'est dit qu'il ou elle possède la double nature, mâle et femelle. Voilà, ça sauve Dieu. Ici, Isapo Yakama, l'un des plus vieux sites kamites. Et c'est ici même Médusa vient prendre ses notes. Il vient prendre ses notes ici. Non. Ça, par contre, je n'accepte pas ça. Je dis pardon. Si on commence par des attaques personnelles, je descends. Je dis excuse-moi. Depuis qu'on a commencé, personne n'a été insulté personnellement. Ce genre d'insultes furtives, je n'accepte pas ça. Attends, je bloque. Si tu n'es pas capable élèves, d'être mature et de faire un débat de maturité, moi je descends. Je n'aime pas ce genre. Médusa, attendez, les élèves, je vais te donner ta minute. Je veux bien qu'on Je vais soit te donner clair. ta minute. T'as dit quoi, Médusa? Je n'accepte aucune espèce d'insulte. Je n'ai insulté personne. Il a dit quoi? Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Mais il a dit tu prends tes informations dans ce livre. Tu as bien entendu l'insulte qu'il a fait. Il a dit tu prends tes informations dans ce livre. Écoute-moi. Tout le monde a entendu l'insulte. Tu fais semblant de ne pas l'avoir entendu. Si on me donne encore une insulte, je sors. Je n'ai insulté personne. Ne dis pas pardon, je suis en genou. Je viens de le dire. Hein. Et Abdou Majid, c'est la dernière fois que je t'entends dire ça. Il faut arrêter avec ça. Sinon, je ne débattrai plus jamais avec toi. Ce genre d'insulte là, moi je ne t'insulte pas quand il y a des lives. Si tu continues à m'insulter partout, il n'y aura plus jamais de débat. J'ai compris, pardon. Les élèves, tu as insulté moi, non, au fait, je me suis... Écoute bien, en parlant, j'ai voulu dire mytho. Et puis il dit, pardon, Médusa. Voilà. Ah, ok. Voilà, désolé, Médusa, désolé. Voilà. Excuse-moi, faut pas fuir, pardon. Désolé, vas-y. Mon temps, Isapo Yakama, voilà. Que Médusa comprend. Quelqu'un n'a qu'à fermer son micro, il y a un retouche de nous. Merci. Alors, qu'ils disent que la cosmogonie qui est mentionnée ici n'est pas vraie. Il n'a qu'à dire ça, les kémites vont entendre. L'Isapo te dit que la chose a une source spirituelle. C'est parce que mon téléphone... J'allais vous jouer la vidéo d'un des anciens qui confirme qu'il faut qu'on retourne à l'incision. Elle est d'origine africaine. Et dans Nation Nègre et Culture, ici, je ne peux pas lire, ça me fait mal. Bon, je vais essayer. Les Égyptiens... Non, je ne peux pas. Bon, je vais lire, je m'en fous. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je lis, je fais ma cam, je lis. Voilà. Ok. Je lis. Les Égyptiens
étaient circoncis dès la préhistoire. Ce sont eux qui ont transmis cette pratique au monde sémitique en général, juifs et arabes. Cheikh Anta Diop. Je ne vais même pas tout lire, parce que la suite même est catastrophique. Je prends au milieu ici, page 207. Tous ceux qui acceptent cette définition, Seigneur, reconnaîtront que d'après Hérodote, qui a vu les Égyptiens comme le lecteur voit ses papiers, la circoncision est d'origine égyptienne, éthiopienne, et que l'Égypte ancienne et éthiopienne n'étaient autre que des Noirs habitant des régions différentes. Cheikh Anta Diop, oh, arrête de jouer à l'intelligence des pauvres qui te suivent. Arrête, frère. J'ai dit, je vais te faire ça bien ce soir. Alors, je vais venir rapidement. Bon, bref, j'ai fini avec ça. Le temps court contre moi. Il a dit quoi déjà? Écoute, ce qu'un kémite dit, on s'en fout. Mais c'est ce que les sources kémites disent là. C'est ça nous on prend. Comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est qu'un musulman dit, on s'en fout. C'est ce que le Coran dit. Ok. Et tu as dit que l'excision est coranique. Il n'y a aucun verset du Coran, là, du Coran qui parle de ça. Donc, ce qu'un kémite dit là, nous on s'en fout. C'est ce que vos sources disent là. C'est ce qui nous intéresse. Tu dis que, bon, ça c'est fini. L'excision est une pratique musulmane, c'est les musulmans qui ont rapporté. On t'a déjà démonté. Cheikh Anta Diop, Civilisation Roubabari, page 206, page 207. Il dit que il a essayé de donner une définition par rapport à la spiritualité. Il a fait une lecture qu'il n'a même pas comprise. Subhanallah. Est-ce que tu peux prendre ici devant tout le monde la définition étymologique de spiritualité? Tu dis, ça n'a rien de scientifique. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver scientifiquement. Mais Médusa, c'est qu'on ne peut pas prouver scientifiquement. On appelle ça la croyance. La croyance, c'est accepter une chose comme vérité qu'on ne peut pas forcément prouver. Et ton texte que tu as lu te dit, ça n'a rien de scientifique. Ça dit la spiritualité n'a rien de scientifique. C'est bon. Je termine. Tu dis, le temps s'est écoulé, les élèves. Médisa, c'est à vous. Bon. Se rendant compte de quelque chose de manière très claire. Vas-y. Les Africains qui nous écoutent se rendant compte de quelque chose très clair. Ton micro, s'il te plaît. Excuse-moi. Je veux bien que les jeunes Africains qui nous écoutent notent ceci. Les chrétiens et les musulmans font semblant sur leurs différents lives d'être en désaccord. Ils font semblant de faire des débats interreligieux. Mais c'est lorsqu'ils sont face à des kémites que nous révélons leur hypocrisie. Sur le live de Pasteur Ménard, Israël Kofi passe son temps, lui et ses compatriotes, à critiquer et à insulter l'islam, à dire que jamais on ne s'associera à des musulmans, jamais j'en pourrai être d'accord avec eux. C'est la même chose que disent les musulmans aussi à chaque fois que les chrétiens sont dans la perdition, que l'islam seul est la vérité. Mais il n'y a que quand ils sont face à des kémites que l'on voit la vérité. Ils s'allient. Là maintenant, Israël Kofi a oublié tout ce qu'il a contre l'islam. Les élèves d'Abdul Majid a oublié tout ce qu'il a contre les chrétiens. Il fait des débats interreligieux contre des chrétiens. Mais il faut qu'il y ait des kémites en face pour vous démontrer. C'est pour vous montrer la vérité, les amis. Ils seront toujours prêts à tout pour essayer de sauver cette religion, mais la vérité, ils s'attaqueront toujours à ce qui est vrai. Ça, c'est un fait. Maintenant, revenons à l'essentiel maintenant. Israël Kofi, bon, c'est dur un peu de répondre aux deux en même temps. Tu m'as donné, je rappelle que tu ne m'as pas donné 6 minutes. Hein. Tu m'as donné peu de minutes, on est à 3 là. Tu ne m'as pas donné 6 minutes, tu devrais me donner 6 minutes normalement. Je vais rajouter 1 minute. Je vais rajouter. Ok. Bon, c'est un peu compliqué de répondre aux deux en même temps, tellement ils mentent. Il y a un principe qu'on appelle le principe de Brandolini qui dit que quand quelqu'un dit une bêtise, n'est-ce pas, il te faut plus de minutes pour le dire. Je mets au défi les deux là. Vous deux, je vous mets au défi de me sortir une preuve, une trace archéologique qui montre que l'excision... Israël Kofi, tu as montré, toi aussi les élèves d'Abdul Majid a montré la circoncision. Je vous défie de me montrer une preuve que l'Égypte antique pratiquait l'excision. Tout ce que les gens disent, il n'y a pas de... Je vous ai dit qu'il y avait 2 écoles. Me montrer le site de l'Issapo et Akama, ça ne sert à rien du tout. Je vous ai dit qu'il y a certains kémites qui pensent ça à cause des travaux de Cheikh Anta Diop. Mais ce ne sont même pas des travaux de Diop, ce sont des travaux de Marcel Griol. Marcel Griol qui était directeur de thèse de Cheikh Anta Diop. Mais dans la pratique, on n'a trouvé aucun élément qui montre que l'excision est une pratique africaine. Et il y a un livre qu'on appelle les livres de Amuna Ngwoninba,
qui le démontrent. Il n'y a aucune pratique, et je peux te sortir les textes des grands savants de l'Égypte antique, n'est-ce pas, ceux qui étudient l'Égypte antique, qui disent eux-mêmes, par exemple, je ne sais pas si le temps est suffisant, mais je vais te lire dans le livre le texte, n'est-ce pas, de Fayard, qui est un médecin, qui dit ceci. La circoncision féminine n'a pas été connue des Égyptiens. Du temps des égyptologues et médecins, du temps des pharaons, dont la circoncision, dont la civilisation a veillé à honorer la femme, non seulement comme reine, gouvernante, mais aussi comme reine adorée. J'ai passé, donc voilà ce qu'il dit, j'ai passé des dizaines d'années à étudier des centaines de livres et des sources sur les pharaons, et en examinant les papyrus médicaux qui ont traité toutes les maladies des femmes et leurs médicaments, je n'ai trouvé aucune trace de circoncision féminine. Je dis bien aucune trace. C'est la même chose que dit également Lynn Meskel dans le livre intitulé Vie privée des Égyptiens, Nouvel Empire, de 1539 à 1075. Et donc, je vous mets au défi tous les deux de venir me le montrer parce que vous parlez, vous n'avez aucune preuve. Je vais vous sortir des éléments pour parler de l'autre là qui était en train de jacasser à propos de l'islam. Alors, voici ce que l'on dit. Nous allons partir, il faut savoir que il y a 4 écoles en islam, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle les madhab. Dans le madhab, n'est-ce pas, des malikites. Les élèves de Abdul Majid étaient un malikite, comme tous les autres. Il y a 4 grandes écoles. Les malikites, l'école des malikites a été fondée par Ibn Malik, n'est-ce pas? Malik Ibn Abbas, pardon, au 6e siècle, qui a déclaré que l'excision génitale féminine était recommandée. Là, on dit, les malikites considèrent que c'est wajib, c'est-à-dire obligatoire pour les hommes, et sunna, c'est-à-dire que facultatif pour les femmes. L'excision féminine est recommandée. C'est ce que l'on dit, n'est-ce pas? C'est ce que Al-Dardir dit, qui est un malikite qui est décédé en 1789. La circoncision est une sunna pour les hommes et pour les femmes. Ibn al-Jalal, n'est-ce pas, qui est un malikite qui est mort en 988. Chez l'école des Hanafites, on dit, selon l'école des Hanafites, il s'agit d'une sunna, acte facultatif pour les femmes comme pour les hommes. Tu trouveras ça, c'est Ibrahim Letton Asmani, notamment, on pourra revenir sur les éléments. Al-Moussouli dit ceci, la circoncision est une sunna et une fitra. Pour les femmes, elle est makruha. Si les habitants d'un pays, n'est-ce pas, elle est makruha, n'est-ce pas? Si les habitants d'un pays décident à l'unanimité d'abandonner la circoncision, l'imam doit s'y opposer fortement, car il s'agit, d'un rite et d'une spécificité de l'islam. Ce n'est pas un rite kémite, un rite et une spécificité de l'islam. Et je termine ici là avec le madhab shafi'i. On dit, les shafi'ites le considèrent comme wajib, c'est-à-dire obligatoire pour les femmes comme pour les hommes, Et on reviendra notamment sur ça, évidemment. Tout ça là, ce sont des textes qui démontrent que ça est dans l'islam. Et je peux vous citer même des fatwas qui ont été émis en islam. Ça a toujours été pratiqué. Ah, j'ai toujours 1 minute, désolé. Je ne savais pas. Donc, je vais continuer. Je vais continuer. Alors, vous avez plein de fatwas, n'est-ce pas, en islam qui... couper l'extrémité des complications, l'islam tolère la conclusion sunnite. Là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des fatwas modernes, des fatwas qui sont émises. Je ne sais pas si on aura le temps de les lire, il y a 7 secondes. Tout ça que vous voyez là, n'est-ce pas? Ce sont des fatwas. Je termine sur le truc pharaonique là. Ce n'est pas parce qu'on dit excision pharaonique que c'est pharaonique. C'est les gens qui ont nommé ça pharaonique. Je te mets au défi de me sortir une excision faite chez les pharaons. Il n'y a que la circoncision, aucune excision. Il y a très peu de temps, je vais vous le montrer, mais je vous conseille tous d'aller sur le site et on reviendra sur ça beaucoup plus en détail. D'accord, merci Medusa. Vas-y Israël. Merci Medusa. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit là. Sa première technique, c'était de nous mettre en parlant entre moi et chose. Les élèves d'Abdul Majid. Et quand je l'ai dit, il est en train de montrer son vrai visage. Non, moi, quand je fais un débat, je fais les débats sur ma connaissance. Et sur ce que j'ai comme vérité. C'est tout. Et si tu mens sur quelque chose, je peux te dire que tu mens sur cette chose-là. C'est simple. C'est simple par là. Donc, si tu affirmes une chose, bon, par exemple, si tu as affirmé le mari d'Aïcha avec chose, je peux confirmer. Parce que c'est écrit. Mais dire que l'excision est d'origine arabe, il dit c'est faux. Vous pouvez voir dans l'œuvre de Strasbourg, j'ai pas cette œuvre-là, Strasbourg en a parlé de ça.
de l'excision pharaonique. Il mentionne ça dans son livre. Strasbourg, c'est un philosophe on appelle ça quand même grec, qui est venu avant Jésus-Christ. Il a existé avant Jésus-Christ et puis il est mort après Jésus-Christ. Donc l'islam est venu après 6 siècles, 7 siècles après Jésus-Christ. Mais lui, il est né le 64 avant Jésus-Christ, il est mort 24 après Jésus-Christ. Il a mentionné dans ses documents que la circoncision faite aux filles était pratiquée en Égypte. Je vous ai donné le nom d'un auteur, Strasbourg, vous pouvez aller faire votre recherche là. Donc, quand vous dites preuves archéologiques, arrêtez ça, frère. Est-ce que tout ce que tu demandes dans ton live, il y a des preuves archéologiques? Si on veut montrer dans ton live, il faut donner preuves archéologiques de ça. Tu ne peux pas montrer preuves archéologiques de la plupart des choses que tu donnes. Donc, moi, je t'ai donné le nom d'un auteur, Strasbourg. Tu vas faire ta recherche. Il a dit ça dans son livre, dans son document, que la circoncision faite aux filles était pratiquée en Égypte. C'est pour ça qu'on appelle ça la circoncision pharaonique ou bien l'excision pharaonique. Strasbourg a vécu en leur temps, au temps des Égyptiens. Donc quand tu me demandes preuve, tu ne dis rien de bon même. En second lieu, quand tu me dis non, que je me mets avec une chose, comme il s'appelle, Abdou Majid pour t'attaquer. Non, je ne me mets pas avec Abdou Majid pour t'attaquer parce que quand tu donnes un argument qui est faux, il te dit c'est faux. Souvent, les musulmans nous voient avec les kémites en train de débattre contre les musulmans. Souvent, il y avait un musulman qui avait parlé de ça. Un musulman qui était en haut, qui avait un petit gars qu'on a fait descendre ici. Il dit non, que nous, on s'associe avec les kémites pour attaquer les musulmans. Et même souvent, quand on va sur le live de Bosso, on est en train de parler de l'islam, parce que certains pensent que Obosso est kémite. Donc, ils disent que nous, on s'associe avec Obosso avec les kémites pour attaquer les musulmans. Non, c'est pas ça. Je ne m'associe à aucune personne pour attaquer les kémites, les musulmans. Mais si tu dis quelque chose de vrai, je serai d'accord avec toi. Si tu dis quelque chose de faux, c'est faux. Je répète quand je dis que le prophète a trouvé chose. Cette pratique-là était déjà en Arabie Saoudite. Il a dit soit c'est possible de le faire, si vous voulez, vous ne le faites pas. Il a donné la possibilité. Si le prophète, si c'était une sunna, si c'était une révélation venue de Allah, je crois bien que le prophète a eu uniquement des filles. Donc, les personnes qui allaient pratiquer cette excision-là, ce sont les filles du prophète Mohammed. C'est simple. Parce qu'on dit quoi? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il allait pratiquer ça à ses filles. Mais aucune de ses filles n'a été excisée. Aucune de ses filles n'a été excisée. Donc, l'excision vient avant ça. La circoncision vient au-delà. Ça a des années antérieures. Si tu nous donnes l'excision à ces années tout près là, il dit c'est faux. L'excision et la circoncision c'est à des années antérieures de l'islam et de la chrétienté. C'est tout. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre là. Parce que nous avons aussi étudié l'histoire des religions. On étudie aussi l'histoire des coutumes et des traditions. Quand vous allez prendre un document des choses, Séraphin Nénébé, c'est un professeur d'université ici à Abidjan, dans l'Afrique précoloniale, négro-africaine, un truc de ce genre dans son document. Il a parlé que l'excision, même dans son document, était avant chose. Était une pratique ancienne, avant l'arrivée de ces religions, ou bien tout des choses. Il a parlé ça dans son document, où il a donné la manière que les gens pratiquaient certaines choses en Afrique ici. Donc toi, tu es qui? Tu n'as pas fait de recherche. Comme cette pratique ne te sied pas et que c'est mauvais, tu veux te dédouaner de ça. C'est sur ça qu'il dit c'est faux là. C'est sur ça que je peux trouver une pratique chez moi qui était là avant que je ne vienne. Et puis je vais dire continuer cette pratique là. Cela ne veut pas dire que je prends l'exemple, le mariage. Le mariage, et ce n'est pas le prophète qui a envoyé le mariage. Le mariage était fait dans toutes les choses. Partout. Il peut dire que continuez à vous marier. C'est simple. Ça s'arrête là. Le mariage. On peut trouver telle pratique. La manière de se laver. Le prophète va trouver, il va dire faites ça. Je ne suis pas en train de défendre l'islam. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Non. Mais quand tu mentionnes quelque chose, tu dis c'est faux. Ce que tu dis c'est faux. Voilà. Là, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas montrer une preuve que l'excision, c'est l'islam qui a envoyé. J'ai dit c'est antérieur à l'islam. Et je m'arrête là. Ok, donc ce qu'on va faire, les élèves vont parler et on va terminer avec Medusa. C'était le dernier à réagir. Ensuite, soit vous vous posez des questions entre vous et après, il y en a qui vont monter pour vous poser des questions aussi. Voilà. Je propose ça. Si jamais vous voulez pas, vous pouvez aussi me le dire. Les élèves, voilà. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Je dis, je vais faire Medusa bien ce soir. Je vais manger de la méduse. Alors, le monsieur dit, prouvez-moi des preuves archéologiques. Donc, Cheikh Anta Diop, c'est un menteur. Je t'ai montré une stèle tout à l'heure de l'Égypte.
sur la page de l'Isapo Yakama. Tu dis qu'il s'agit de la circoncision et pas l'excision. Mais ça, c'est une grosse ignorance, monsieur. Vous ne savez pas que quand on parle de circoncision, ça fait référence aux deux. C'est pas moi qui le dis, hein. Cheikh Anta Diop, j'arrive. Voilà. J'ai un problème de luminosité. Aïe, oh, mon téléphone est déchargé. Allahu Akbar. Bah, chien cabignon lobby. Tu as osé dire que il n'y a pas de circoncision. Regarde ici. Médusa, comment on lit ça là? Parce que moi, je ne sais pas lire. Regarde. Je vais t'enseigner un peu. Regarde. Bon, vous avez regardé, hein? Moi maintenant, je vais lire. Ok. Attends, j'ai une vidéo à présenter. Dépêche-toi, petit. Voilà, j'ai un problème de vue. Ok, ici. Ce que l'on pourrait retenir, au-delà des détails légendaires, c'est l'idée que la circoncision n'a été introduite chez les Sémites que par la suite d'un contact avec le monde noir. Ce qui est conforme au témoignage d'Hérodote. La circoncision ne trouve une interprétation intégrée dans une explication générale de l'univers, c'est-à-dire une cosmogonie que chez les Noirs. En particulier, la cosmogonie Dogon, que rappelle Marcel Griol dans Dieu d'eau, nous apprend que la circoncision, pour avoir tout son sens, doit être accompagnée de l'excision. Oh, jeune homme, on ne fait pas ça. Quand tu es en face de Bénin, il faut faire attention. Tu peux aller dire ça sur ton panel et puis jouer avec l'ignorance de ceux qui te suivent. Quand on parle de circoncision, Cheikh Anta Diop dit circoncision égale à excision. Pourquoi? Je continue ma lecture. Ces deux opérations ayant pour but de retirer à l'homme ce qu'il a de femelle et à la femme ce qu'elle a de mâle. Une telle opération, dans la mentalité archaïque, vise à faire triompher les caractères d'un des sexes sur un autre donné. Selon la cosmogonie Dogon, non, je ne pourrais pas tout lire, c'est trop doux. Donc, je vous invite à aller lire ça. Cheikh Anta Diop parle bel et bien d'excision dans son livre. Maintenant, il a cité un gars là. Médusa, le gars que tu as cité là, attends, je vais te montrer quelque chose rapidement. Où il est, ici. Tu as cité celui-là. Ici, là. Tu as cité ça, n'est-ce pas? Tu as cité ce gars-là. Est-ce que celui-là, il est égyptologue? Est-ce qu'il est égyptologue plus que Hérodote, plus que Griol, lui là? Maintenant, écoute l'un des bras droits de Cheikh Anta Diop. Bon, lui, c'est en Bambara, il parle. Bon, je vais aller en Guinée. Alors, faisons un tour en Guinée. Je vais te montrer ici. J'aimerais militer pour la dépénalisation de l'excision en Guinée. Moi, je suis d'office là, parce que moi, je ne suis même pas pour, et moi, je suis pour l'excision. Voilà, oh, retourne-toi, petit. Tout le temps. Parce que moi, je ne suis pas un acculturé. Si leur loi est dans l'acculturation, d'accord, ils n'ont qu'à le faire. Mais moi, je constate que sur le terrain, comme je l'ai dit ici à l'entame, ça se remarque que la population à la base n'a pas été associée à ce fait. C'est pourquoi il y a 95% d'excisés encore. Donc cette loi-là, elle n'est pas faite pour nous. Elle a été commandée par qui? Nos ennemis. Claire. Nos ennemis. Ton ennemi, comment il peut... Ça. Ah, parce que moi, je ne suis même pas pour, et moi, je suis pour l'excision. Voilà, je l'encourage. Bon, tout le temps. Alors, le monsieur, il dit que c'est les alculturés qui disent que l'excision, là, c'est pas bon, c'est ceci, cela. Il dit que c'est les alculturés. Donc, ça veut dire que les gens qui disent que c'est pas bon ici, là, ce sont des alculturés. Et c'est ceux-là qui traitent les autres d'aliénés. Tu parles de l'islam. Israël te l'a rappelé. Le prophète, alayhi salatu wa salam, passait, et puis il a vu quelqu'un en train de faire. Et il lui a prodigué un conseil. Il a orienté la femme dans son action. Hé, ce que tu fais là, il faut bien faire, hein? Pardon, il ne faut pas trop couper, pardon. Il faut faire doucement. C'est tout. Ce n'est pas une ordonnance. Ce n'est pas une prescription. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Chez moi. Chez moi. À Koro-Borotou, ici en Côte d'Ivoire. Non, ne le fais pas. Les femmes ne le font pas. Donc, Médusa, quand tu es en face de moi, là, il faut faire très attention. Et puis, je n'ai même pas encore touché la moitié de ce que je dois te dire. J'ai tellement noté. Regarde. Mais le temps, le time, regarde. Je suis déchargé, hein. Regarde. J'ai trop noté, petit. Mais le temps, tu vois, non. Alors, donc, Médusa, voilà. L'excision, voilà ça qui est là. En Égypte antique. Et on te dit que c'est eux qui ont inculqué ça aux Juifs et aux Arabes.
Lisa Pouya Kama te l'a dit. Et toi, tu viens dire, oui, tu vas dire devant tout le monde, si le gars que tu as cité là, Anoma, là, lui là. Le temps, le modérateur. Est-ce qu'il est égyptologue pour les élèves, c'est bon. confondre Cheikh Anta Diop? Merci. Voilà. Donc, Medusa, c'est à vous. Ok. Bon, on va chuter. Jusque-là, merci beaucoup. Bon, vous voyez par vous-même, jusque-là, on ne voit aucun argument. On ne voit aucun argument si ce sont des effets de phrases. On ne voit rien du tout. Premièrement, ton micro, modérateur, s'il te plaît. Premièrement, j'ai cité des sources de l'islam qu'il n'est pas capable de confier. J'ai dit que dans les 4 écoles de l'islam sunnite, tous les grands imams sont d'accord pour dire que l'excision est islamique. Toi, tu n'es rien en islam. Tu n'es qu'un petit musulman. Tu n'as aucun poids. Tu n'as aucun livre islamique de poids. Tu n'es pas un savant. Toi-même, tu fais partie du madhab, de l'école des Malikites, et je t'ai dit que ton imam de référence, l'imam Malik, dit que l'excision pour les femmes, c'est-à-dire la circoncision, est obligatoire. Tu n'as rien répondu sur ça. Je t'ai cité les 4 écoles de l'islam sunnite. Je t'ai dit que la mère des croyantes, Aïcha, était excisée. Et elle dit elle-même que l'excision, il faut le faire. Ton propre prophète, dans plusieurs hadiths, on t'a dit, tu as sorti le hadith dans lequel il a recommandé. Dans l'autre hadith où il demande de le faire, où il dit, ton propre prophète a dit que c'est obligatoire. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Donc c'est ça que je ne comprends pas, c'est cette hypocrisie. Alors tu peux faire des effets de phrases, je vais t'enseigner, tu vas enseigner à quelqu'un qui est plus intelligent, qui a plus de connaissances que toi. Il faut aller enseigner tous les abrutis musulmans à qui vous pouvez mentir toute la journée sur le Coran. Ici c'est la science qui parle. Je t'ai posé une question, peux-tu me sortir une preuve archéologique de l'excision en Égypte antique? Tu as été incapable. Israël aussi incapable, vous avez été incapable. Ce que tu viens de faire est un procédé de manipulation qu'on appelle le déshonneur par association. Alors même qu'au début du live, j'ai dit, il y a certains kémites qui pensent que l'excision est africain. Il y en a d'autres qui ont démontré que ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me sort exactement la vidéo d'un kémite qui pense que c'est africain. Ce sont mes propos à moi. Donc on appelle ça le déshonneur par association. Prendre les propos de quelqu'un d'autre pour les mettre dans ma bouche pour m'imputer. On appelle ça aussi le sophisme de l'homme de paille. Tu fabriques des choses que je n'ai pas dites pour essayer de m'attaquer avec des choses que je n'ai pas dit moi-même. Donc tu fabriques un homme de paille à côté. Et c'est avec ça, c'est pour ça que le débat avec toi est insupportable, parce que tu ne maîtrises aucun procédé d'un débat propre. Comme un tirailleur, tu fais n'importe quoi, n'importe comment. Ça peut passer auprès des abrutis, mais quand tu es devant des personnes qui ont de l'intelligence, essaye de te comporter comme quelqu'un, essaye d'être poli, essaye de faire preuve d'intelligence. Ah, pas si tu n'en as pas capable, je ne sais pas. Bon, tu nous parles de Marcel Griol. J'ai dit pourtant que Marcel Griol, qui est directeur de thèse, ne se base, n'a rien, il n'y a aucune preuve. Marcel Griol dit dans le texte que tu as lu, il dit que l'excision pour avoir tout son sens, c'est pas selon lui, il faut lui donner une origine africaine. Ok, ça c'est ton point de vue. Pour que ça ait tout de sens, il faut lui donner. Est-ce que tu as trouvé des preuves? Non. Vous avez la preuve que c'était pratiqué? Non. Est-ce qu'on a la preuve que c'était pratiqué en islam? Oui. On t'a sorti la sunna. Il y a des gens qui pratiquaient ça à la Mecque. Ce sont les Africains qui leur ont appris à faire ça. Je ne comprends pas. Bon, l'autre, il vient, il dit, oui, mais je ne suis pas d'accord avec les musulmans, mais je ne sais pas que je suis en accord avec les musulmans. Israël Kofi, le sujet du live, c'est le salut. L'excision, c'est le salut. Pourquoi tu ne parles plus de salut? Maintenant, c'est toi qui commences à dire, le prophète Mohammed, voilà, il est venu après, donc c'est pas lui. Toi, tu défends maintenant Mohammed que tu insultes toute la journée sur des lives. De toute façon, à chaque fois, nous allons finir par démontrer que tous les deux, vous êtes en connivence. C'est absolument incroyable. Je vais vous lire les textes de ce que dit Lynn Meskel, qui est égyptologue. Et je vous l'ai dit, hein, sortez-moi une preuve des égyptologues qui en ont parlé. Lynn Meskel dit ceci dans le livre Vie privée des Égyptiens, Nouvel Empire, 1539 à 1075, dit « Aucun témoignage visuel ou textuel ne nous renseigne sur la circoncision féminine, c'est-à-dire l'excision, à cette époque-là. Aucune preuve matérielle n'a été découverte dans la nécropole de Dir el-Médineh. Et dans aucun cas, la tombe, c'est-à-dire la tombe 1382, n'est-ce pas, qu'on appelle souvent, est spécialement noté, dans cette tombe, on aurait spécialement noté que le corps parfaitement conservé d'une femme, n'est-ce pas, appelée Nubiiti, que les gens présentent, qui est en fait une grecque,
n'est-ce pas, que ses organes génitaux seraient atteints. Beaucoup d'autres momies féminines, n'est-ce pas, confirment qu'à cette période, la circoncision n'était guère pratiquée et qu'elle n'était guère directement liée au statut social, pardon. La vieille idée selon laquelle la circoncision pharaonique, selon laquelle la pharaonique n'a peut-être pas de rapport avec l'idée, avec l'Égypte pharaonique, est de notre propre intérêt pour des rites de passage colorés de notre interprétation. Voici ce qu'elle dit à l'intérieur. Il n'y a aucune espèce de preuve là-bas. Ce sont des gens qui le fabriquent. Et certains Africains reprennent ça parce que Cheikh Anta Diop a repris l'étude de Marcel Griol et les gens pensent que c'est le cas. Mais Cheikh Anta Diop lui-même nous a dit, dans tout ce que j'ai dit, allez, armez-vous de science, étudiez ce que j'ai dit. Si j'ai dit quelque chose, si j'ai repris un travail et qu'il vous semble que il y a peut-être des éléments nouveaux qui ont dit le contraire, eh bien, venez et contredisez mes travaux ou bien apportez. Donc, nous apportons un surplus aux travaux de Cheikh Anta Diop en disant, Cheikh Anta Diop a pris les travaux de Marcel Griol, n'est-ce pas? Mais, nous venons montrer que ce que Marcel Griol avait dit n'est pas correct. Donc, ce n'est pas que Cheikh Anta Diop a menti, c'est qu'à l'époque où Cheikh Anta Diop disait ça, c'est ce que les gens pensaient. Et donc, il a dit ce que les études indiquaient à son époque. Mais aujourd'hui, on a découvert que ce n'est pas le cas. Et je vous ai mis au défi. Vous êtes incapables de me citer un seul texte. Et donc, le débat à initialement, c'est de parler du salut. Maintenant, vous avez fait vriller tout le débat et vous êtes en train de stagner le débat sur la question de l'excision. De toute façon, je vous ai dit depuis le départ que même si l'excision, chez moi, on ne pratique pas l'excision. Je vous l'ai dit. Je vous ai posé une question simple. Comment vous dites que, comment expliquez-vous qu'au Gabon, on ne pratique pas d'excision? Au Congo, il n'y en a pas. Dans les deux Congos, on ne pratique pas. Au Botswana, il n'y en a pas. En Afrique du Sud, il n'y en a pas. Sauf les 0,1% des immigrés musulmans qui sont sur place. Au Zimbabwe, on ne pratique pas ça. En Angola, on ne pratique pas. Pourquoi en Lesotho, au Swaziland, aux Seychelles, on ne pratique pas ça? Pourquoi il n'y a que des pays musulmans qui le pratiquent? Le Mali, le Soudan, la Guinée sont des pays qui sont à 99% musulmans presque, et il n'y a que eux qui pratiquent l'excision. Vous expliquez ça comment? Si l'excision est une pratique anti-islamique, pourquoi tous les musulmans qui sont là-bas la pratiquent alors? Voilà la question. En fait, il ne faut même pas toucher sur la question de l'excision en réalité. Pourquoi? Répondez. Donc je ne comprends pas. La première trace, quand vous parlez de Strabon, ainsi de suite, sachez que la première et l'unique trace qu'on a retrouvé de l'excision en Égypte antique, c'est les Grecs qui l'ont pratiqué. Et dans le livre dont tu as parlé de Amunangolimba, il donne des textes des Grecs eux-mêmes anciens qui démontrent que la pratique de l'excision était pratiquée chez les Grecs anciens avant qu'ils ne rentrent en contact avec l'Égypte antique, notamment. Il sort des textes de Soranos, par exemple, qui avait écrit des textes sur ça. Soranus, qui a parlé de l'excision, qui démontre même dans son traité traité sur les maladies des femmes, où il parle de l'excision. Et tu as aussi, même le mot clitoris, c'est eux qui... Il y a un autre type qui s'appelle Rufus d'Éphèse. Rufus d'Éphèse parle de l'excision également. Et il a même sorti tout un ensemble d'appareils pour exciser. Depuis que vous êtes en train de parler, vous ne nous sortez aucune preuve. Est-ce que l'un de vous a une preuve matérielle de la pratique, a un élément de la pratique? Vous n'en avez pas. Donc, foutez-nous la paix, arrêtez de parler de l'excision. Et en plus, le débat n'est même pas sur ça. Je t'ai sorti les textes. Je t'ai rappelé ceci, tu es un sunnite, les élèves de Abdul Majid. Tu n'as pas le droit de refuser des hadiths authentiques. Et tu es en train de refuser des hadiths authentiques qui disent que l'excision est obligatoire, que l'excision est sunna. C'est simple. Bon, maintenant, on va revenir sur le sujet du live qui est le salut. Parce que sur ça, je vous ai déjà écrasé. Tant que vous n'avez pas de texte, tant que vous n'avez pas de source véritable, vous n'avez pas d'argument, on n'a pas de temps à perdre sur ça. Maintenant qu'on vous a battu sur cette question, sur ce mensonge que vous essayez de dire, de répéter partout, je vous demande à vous les musulmans de cesser de pratiquer l'excision. Et je vous l'ai dit dès le départ, l'excision n'est pas une pratique africaine, du tout. Nous les Kémites, nous sommes contre cette pratique parce qu'elle ne... Et puis posez-vous une question, hein. Une tradition matriarcale qui discrimine les femmes. Tu as trouvé ça où? L'Afrique est matriarcale. Le livre que tu avais entre tes mains de Cheikh Anta Diop dit que la tradition africaine, elle est matriarcale. Cette tradition matriarcale qui discrimine la femme, tu as trouvé ça du sens où? La sexualité n'a jamais été réprimée en Afrique.
On n'a trouvé aucune statue en Afrique. Et même si vous partez dans des langues telles que dans le Bambara, ici on te dit, en Afrique même, il n'y a pas le mot pour dire excision. Le mot pour dire excision, par exemple, dans les langues telles que le Bambara, c'est salinde. Pardon, le Soninké, c'est salinde. Or, salinde ne veut pas dire excision. Salinde, ça veut dire prière, ça veut dire fête. Est-ce que ça veut dire excision? Non, c'est un mot qui a été adapté plus tard. En Bambara, on dit boloko. Boloko, ça veut dire simplement purifier, notamment laver les mains. En quoi ça veut dire excision? Il n'y a pas de mot pour dire excision en Afrique. Et moi, ça ne se pratique jamais. Ton temps s'est écoulé. Donc, maintenant, on va passer à ce que tu as dit. Voilà. On va être aux questions. On va suivre ce qu'on avait dit. Et vous allez vous poser des questions entre vous. Je vais faire monter aussi des gens qui vont poser des questions. Vous allez chacun aura son. En fait, il peut poser la question à une personne. Ensuite, il y a d'autres qui peuvent répondre et tout. Et chacun aura 3 minutes. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai pas de problème. Moi, je peux l'allumer seulement. Ok, donc vous pouvez déjà commencer entre vous et poser les questions. Médusa, ça te dérange pas? C'est bon? Non, il n'y a pas de souci, je reçois leurs questions, allez-y, posez vos questions. Du coup, on fait un truc de divers, c'est-à-dire questions ouvertes sur... Voilà, on n'est pas vraiment... Parce que le sujet, on a commencé... Parce que le sujet, il est venu nous faire un hors-sujet, le sujet c'est le salut. Ça, on appelle ça des hors-sujets. On a perdu tout le temps à parler de ça. On va revenir sur le sujet. Non. Non, on est dans le sujet. On est dans le sujet. Attendez. Excusez-moi, modérateur. Attendez. Pourquoi j'ai dit on est dans le sujet. Non, laisse. On va pas revenir dessus. Poser des questions, tu demandes à la personne. Voilà, allez-y. Qui veut commencer ou bien je fais monter? J'écoute. Je vais commencer. Vas-y, laisse-le d'abord. Alors, Médusa, tu sais, je ne fais que rire. Modo, il faut fermer ton micro. Pardon, excuse-moi. Je ne fais que rire. Et en même temps, j'ai pitié de ceux qui t'acclament. Tu dis, pourquoi ce sont les musulmans seulement qui pratiquent? Mais voilà encore une preuve tangible. Comme on a posé les questions, ce n'est plus pour refaire le débat. Modérateur, soyons honnêtes. Oui, mais dis ça. Oui. On a dit c'est pour poser des questions. Donc, soit c'est pour poser des questions, si c'est pour refaire le débat, ça n'a pas de sens. Ouais, ça c'est évident. Et les élèves, on l'a muté. Essaie de poser la question, tu vois. Il n'y a pas de souci. Alors, dis-moi, Médusa, dis devant tout le monde ici. Est-ce que quand Cheikh Anta Diop dit que c'est les Égyptiens qui ont appris aux, comment on appelle, aux Arabes, aux Juifs, etc. là-haut. Quand on lit ça dans Nation Nègre et Culture, est-ce que c'est une vérité ou bien c'est un mensonge? Quand Isapo Yakama confirme la chose, est-ce qu'ils ont menti? Ou bien... Le mensonge, c'est quand on dit quelque chose qui est faux, en sachant que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en sachant que c'est vrai. Quand on dit soi-même le contraire de la vérité tout en sachant la vérité. Donc ce n'est pas un mensonge. Cheikh Anta Diop, je viens de le dire, à son époque a pris les travaux de Marcel Griol. À l'époque de Cheikh Anta Diop, on pensait que c'était une pratique africaine. Et c'est ce que Marcel Griol avait fait connaître. Sauf que on s'est rendu compte aujourd'hui que les études que les gens avaient à l'époque se sont montrées erronées au fil du temps. C'est comme ça que la science est. La science évolue par erreur corrigée. C'était une erreur qui a été corrigée. Donc Cheikh Anta Diop n'est pas un menteur, il n'a pas menti. Deuxième élément, aujourd'hui, et je vous invite à aller voir le livre de Amuna Ngoninba, que vous n'avez jamais lu, que je vous invite à lire. Deuxième élément, tu parles du site l'ISAPO Yakama. L'ISAPO Yakama a pris les études de Cheikh Anta Diop et l'a relayé sur le site. C'est ce qu'ils ont fait. Et je l'ai dit dès le départ, tu me poses une question à laquelle j'ai répondu. J'ai déjà répondu à cette question en disant que il y a des gens, il y a même des kémites qui se basent sur ce que Cheikh Anta Diop avait dit à l'époque et qui pensent toujours que l'excision serait africaine. Mais sauf que les nouvelles études ont montré que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une pratique africaine. Et je vous ai dit, c'est très simple. Si vous voulez prouver que c'est une pratique qui est africaine et donc pharaonique, je vous ai mis au défi. Donc voici ma question. Les élèves de Abdul Majid, peux-tu me donner une preuve sur les hiéroglyphes ou sur l'archéologie
d'un élément qu'on a trouvé en Égypte antique ou des éléments qu'on a trouvés en Égypte antique qui démontrent de manière formelle, de manière archéologique, que l'excision est une sorti une vidéo, une photo où on a montré un homme en train de faire la circoncision. Mais comme les Égyptiens antiques avaient l'habitude de tout représenter, es-tu capable de me montrer aussi des éléments où eux-mêmes, les Égyptiens antiques, ont dit ou ont écrit qu'ils pratiquaient l'excision sur les femmes? Parce qu'ils ont dit et ils ont écrit ils ont dessiné l'excision sur les hommes. Montre-nous là où ils le faisaient sur les femmes. On t'écoute. Et réponds précisément à cette question, sans faire de hors-sujet de préférence. Les élèves, il n'est pas là. Je suis là. Ok. Oui, bismillah. Bismillah. Vas-y, il t'a posé une question. Aïe, aïe, aïe. Laquelle, pardon? Qui lui dit ça? Bah, il veut une preuve tangible sur l'excision des femmes. Voilà. Je reprends ma question. Vas-y, reprends. Je reprends ma question pour qu'elle soit bien formulée. Est-ce que tu m'écoutes actuellement? Oui, je suis là, c'est ouvert, mon micro est ouvert. Est-ce que tu as... Ouais, j'espère que tu as entendu les arguments qu'on a donnés. Maintenant, la question, c'est ceci. Est-ce que tu as... Je t'ai dit qu'il n'existe aucune preuve archéologique ou bien sur les hiéroglyphes laissés par les Égyptiens anciens qui montrent qu'ils ont pratiqué l'excision. Aucune. Je parle des Égyptiens anciens. Maintenant, peux-tu, à part les Grecs qui sont venus dévoyer la culture d'Égypte antique et qui ont ramené leur culture de chez eux, es-tu capable... Laisse-moi finir ma question. Est-ce que tu peux nous sortir, de la même manière que tu nous as montré une image des Égyptiens antiques en train de faire la circoncision sur des hommes, puisqu'ils avaient l'habitude de représenter tout ce qu'ils faisaient dans la vie de tous les jours, peux-tu nous sortir des preuves archéologiques ou des preuves sur les hiéroglyphes, des éléments en tout cas physiques des Égyptiens antiques qui démontrent qu'ils pratiquaient l'excision? Ok. Alors, quand tu es intelligent et qu'un rusé veut ruser avec ton intelligence, tu ne peux que te marrer. Tu me demandes des images. Pourtant, j'ai des écrits. Mais tu me demandes des images. Selon la cosmogonie Dogon, l'être qui vient au monde est dans une certaine mesure androgyne, comme le premier Dieu, tandis qu'il conserve son prépuce ou son clitoris. Support du principe de sexe contraire au sexe apparent. On te parle d'une cosmogonie Dogon. C'est au Mali. Maintenant, tu me demandes des images. Pourtant, le texte, il est écrit là. Nation nègre et culture, cosmogonie Dogon. C'est pourquoi je t'ai demandé. Tu as dit non, Cheikh Anta Diop a repris des travaux, des grioles qui ne sont pas vrais, que la science a montré. Ça, c'est ce que tu dis. Encore plus, hein, des papas blancs. Mais moi, je te lis le texte qui est là. Ok, quand tu contestes ça, qui donc a appris du moment où on te dit que c'est des Noirs, que les Juifs et les Arabes ont récupéré la chose? Si ce n'est pas d'eux, où les Juifs ont enlevé la circoncision ou l'excision? Ils ont enlevé ça où? Si ce n'est pas des Africains. Tu veux jouer avec... Montre-nous une image. Comme tu m'as montré une image de l'excision. Mais on te dit que quand on te dit circoncision, ça fait référence aux deux. La circoncision fait référence aux deux. Circoncision égale aussi à excision. C'est ce que les écrits t'ont dit. Mais tu essaies toujours de créer la petite manie. Montre-nous une image. Est-ce que toi, tu peux me sortir un test des hiéroglyphes qui dit que, je dis bien un test des hiéroglyphes qui dit que les Égyptiens ne pratiquaient pas l'excision? Tu peux me sortir un test, un hiéroglyphe qui le dit? Ta ruse ne passera pas, Mitosa. Pardon, Medusa, ta ruse ne passera pas, excuse-moi. Donc, comme je l'ai dit, je prends la cosmogonie des Dogons. Les Dogons sont du Mali. Maintenant, tu nous prouves que ce que les Dogons ont fait là, ce n'était pas factuel, c'était spirituel. En ce moment, tu aurais raison. Avant de venir me demander de te montrer une stèle où ils sont en train d'exciser une femme. Merci. Ok. Un instant, Modo, juste une petite minute. Donc, le peuple... Médusa, tu trouves pas que souvent... Médusa, tu nous coupes. Quand on veut parler, tu places... Non, je te demande. Non, j'ai demandé. Vas-y. Non, merci. Donc, je dis ceci. Je dis juste en une minute. Non, les élèves laissent. Ça va, laisse. Merci beaucoup. Donc, je dis ceci.
Non, non. Le peuple Les notera élèves, que... les élèves, Tonton, non, laisse. non, non, Le peuple notera que... Toi, me dis ça, c'est toi qui as créé ça en vrai. Tonton, non. Non, non, je C'est parle pas, du ministre. c'est pas. Quand toi, tu as. Donc, Voilà. notez vous-même qu'il n'y a Je eu... fais la même chose qu'il a fait. La Voilà. même chose qu'il a fait Voilà. dans ta balle. Il n'y a pas de souci, Israël. c'est pas grave, qui a c'est pas grave, créé c'est ça, pas me grave, disait. il n'y a pas de souci. Non, mute-toi, Bizraël, d'accord. Ok, Voilà. Désolé, pose ta question. Voilà. Israël, vas-y. Ma question, c'est sur Hérodote. Est-ce que ce que Hérodote a dit par rapport à l'excision qui s'est passée en Égypte là-bas, est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai, Médusa? Ok. Je peux y répondre? Vas-y, Médusa, vas-y. Ok. Premièrement, j'invite tout le monde à se rendre compte de ce que les débiles de, pardon, les élèves de Abdul Majid, hein, pardon, pas Maudit Slam, Vous avez mais entendu, Islam. débile. Oui, parce qu'on peut faire ce jeu-là, n'est-ce pas? Les débiles de Abdul, pardon, les élèves de Abdul Majid, hein, qui s'appellent Maudit Slam, pardon, Béni Slam, hein, n'est-ce pas? On peut faire ce petit jeu-là d'enfant qui est très ridicule dans un débat qui se veut. C'est bon, de personnes vas-y, Médusa. Ouais. Dans un débat qui se veut de personnes respectueuses, mais on peut jouer à ces petits jeux-là. C'est tellement ridicule et ça rabaisse. Donc, ça rabaisse les personnes qui le font. Donc, les élèves de Abdul Majid a dit quelque chose de très intéressant. C'est que on lui a posé une question. Il a été incapable de me sortir un texte. On lui parle de l'Égypte antique, il me parle du Mali. Les Maliens, n'est-ce pas? Il y a plusieurs livres qui montrent que beaucoup de peuples maliens viennent en général d'Égypte antique. Viennent d'Égypte antique. Les Soninké, par exemple, ça vient de Souenenké, qui veut dire qui sont nés de, qui viennent de ceux de Assouan, n'est-ce pas? Je me rappelle le temps, s'il vous plaît, le temps. Médusa, si tu rebondis, Non, non, chacun attends. va rebondir, ça va faire un sujet. Juste la question, tu vois. C'est la même chose qu'il Je repose. suis en train de... Tu vois, Médusa, tu nous dois reprocher ça à nous tous. Ah, je ne lui ai rien reproché. Vous nous Il avez faut donné le répondre. temps. Non, il faut répondre, tu vois, non. Sinon, après, lui aussi, il va rebondir, ça va C'est faire pas un grave. sujet. Je vois qu'il a peur. Dans tous les cas, on a Quand vu... tu lui répètes la même Dans chose, tous les il dit qu'il cas, a peur. on n'a vu aucune preuve de la pratique Tricheur. de l'excision. En tout en cas, Égypte. vous avez tous le niveau, personne n'a peur. Israël Vas-y, répond. Médusa, réponds à la question d'Israël, s'il te plaît. Oui, en fait, aussi. Hmm. Je l'ai dit. Ce que disent les Grecs, ils parlent de l'excision qui était pratiquée par les Grecs en Égypte antique, pas de l'excision qui était pratiquée par les Égyptiens, puisqu'on n'a trouvé aucune trace de la pratique de l'excision. C'est ce qui est montré dans le livre de Hamouna Ngoninba qui a fait des études approfondies sur ça. Je vous invite à aller voir. Donc, voici ce que je vous dis. Il n'existe aucune pratique. Ce n'est pas parce que quand quelque chose est écrit sur un livre, c'est bien. Il faut vérifier dans la pratique si c'est corroboré. C'est ce que font les chercheurs, par exemple. Et c'est ce que les gens ont fait des textes de Marcel Griol, par exemple, qui avait dit que, oui, dans la cosmogonie Dogon, et on a découvert qu'en réalité, il y avait plusieurs problèmes. Ce qu'il disait n'était pas, en général, fiable. Il a évoqué Obou Temeli, mais en fait, la personne qui traduisait ce que disait Obou Temeli, n'est-ce pas, le traducteur dont on parle, de ce qu'il traduisait, ne comprenait pas les questions que disait lui-même. En fait, c'est beaucoup plus profond. On a fait un live pour débunker tout cela avec des experts sur la question. Donc, tout ce qu'il est en train de dire est faux. Donc, ce que dit Hérodote, il parle de l'excision qui était pratiquée par des Grecs en Égypte et non pas par des Égyptiens eux-mêmes, puisqu'on n'a retrouvé aucune trace. Et il y a plusieurs textes. Bookman était en train de nous montrer récemment un texte qui était qu'on a trouvé des Grecs anciens, par exemple, qui parlaient de l'Égypte antique, mais on a vu que ce que ces Grecs-là disaient de ce qui était en Égypte antique n'était pas correct. Pourquoi? Parce que ce n'était pas corroboré par des faits. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas corroboré par des faits. Ok, donc maintenant, je vais prendre des gens, ils vont vous poser des questions et chacun va rebondir. Bien, je ne rebondis pas. Non, faut Je pas rebondis rebondir, pas, Israël. Faut pas rebondir, s'il te Pourquoi? plaît. Mais la réponse qu'elles sont pas répondues, non? Hein? Non, vous m'avez empêché de rebondir, donc... Voilà. Non. Israël, faut sciencer. On va prendre les gens, ils vont vous poser des questions précises. Mais dis là, tu as dirigé le live, hein, en vrai. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Amazon. J'ai veillé à ce que le live soit respecté. Non, tu vas pas t'attribuer ce mérite-là, s'il te plaît. Ah, si, hein. Amazon. Si le live, les gens auraient fait veiller le live. Les Amazon. Oui, Voilà, Otep, gloire, Otep, ouais. Tu peux poser une question à gloire et honneur à Dieu Médusa. Hein, vraiment, on sent un digne fils de l'Afrique et de ses ancêtres qui défend la valeur Non, spirituelle. Oh, c'est bon. Attends, C'est bon, j'ai même Amazon. quand même une phrase Non, avant pas de pour faire poser ma des question. éloges. Pose la question. Il y a du monde en bas, en fait. C'est pour ça. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Vous avez peur, il n'y a pas de souci. C'est pas Abdul grave. Majid,
La vidéo que tu as montrée en Guinée, je connais ces petits-là, c'est des kamites qui posent des questions, en fait, qui posent des questions comme ça, qui font leur petite podcast et qui posent des questions. Et la personne que tu as montrée dans la vidéo, il n'est pas kamite, c'est un musulman. Et on lui a posé la question sur le propos de la circoncision. Il a dit pour lui, en tant qu'un musulman, il ne veut pas qu'on enlève ces pratiques-là. Ma question est que, comment se fait-il que tu nous as lu un livre qui s'appelle Nation, Nègre et Culture, culture qui veut dire une culture qui est adaptée à toute l'Afrique, selon ce livre que Cheikh Anta Diop a écrit. Comment se fait-il que c'est des pays qui sont en majoritaire musulmans qui pratiquent ce truc, ce rite? Comment se fait-il que en Afrique, majoritairement, on trouve ceux qui ont eu contact avec l'islam, qui pratiquent en fait l'excision des femmes? Comment tu expliques ça? Parce que ceux qui sont pas en contact avec l'islam ne le pratiquent pas. Comment expliques-tu ça, s'il te plaît? Merci. Ok. Je l'avais déjà répondu. Et je dis que c'était l'une des preuves encore par rapport au propos de Amadou Rampateba dans les aspects de la civilisation africaine, qui démontre que l'islam est véritablement le prolongement de l'animisme en le simplifiant et en le purifiant. Alors, ce que vous dites là démontre que c'est les musulmans qui gardent en réalité la croyance véritable et authentique, où les actes posés de façon acceptable par le Créateur, c'est les musulmans qui conservent ça des ancêtres. C'est pas vous qui les reniez. Je l'avais déjà répondu. Merci. Non, elle a dit aussi que la vidéo que tu as montrée, le monsieur en question, il était musulman, il n'est pas... Voilà, réponds à ça aussi. C'est un traditionnaliste, c'est pas un musulman. Ah. Bon, les Amazones. La vidéo? Je pense que... Tu peux montrer la vidéo? Le numéro 2. Non, la vidéo, il a montré ici. Oui, mais en fait, il a monté juste une partie, mais je peux vous montrer la vidéo dans son entièreté. Et les élèves, tu veux? Oui, qu'elle montre et qu'elle prouve que c'était un musulman. Que c'est un musulman. Vas-y. Attends, ça s'appelle comment? Dévidante, quoi? Le nom de l'émission, c'est quoi? Diffidente? Non, mais c'est pas à lui de te montrer. Normalement, tu as ta preuve. Je demande juste le nom de l'émission, parce que c'est le nom de l'émission. Le podcast. Non, mais non, les Amazones, tu vas pas nous faire ça. Normalement, si... S'il dit le nom, s'il est seulement sûr de ce qu'il dit, pourquoi il dit non, Médusa, non, tu vas pas nous faire ça, Médusa. C'est pas à lui d'apporter la preuve. C'est elle qui a dit, elle a la preuve. Qu'elle montre. Elle va pas encore nous demander ici. Elle était sûre de ses propos. Attends, j'ai trouvé. C'est le podcast. Attends, Guidé. C'est un podcast. Et en plus, ça, c'est pas une source, hein, franchement. Le podcast, vraiment... Non, donne la preuve, Amazon, on va avancer, s'il te plaît. Oui, attends. Deux secondes, hein. Ouais. Le temps que je cherche ça sur... Voilà. Attendez, je vais mettre le volume. Alors... Vous savez que la cigarette tue plus que l'excision. Vous savez que voilà. Plus que l'excision. Ouvre ta caméra. On veut voir son visage. Ouvre ta caméra. Non, je vais veiller à tout ça. Vous inquiétez pas. Moi, je vais veiller à tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, montrez-nous. Voilà. Vous pouvez montrer en image, s'il vous plaît, parce que comme ça, on sait tout le temps. Je suis là sur le... Voilà, c'est des petits comme ça, hein, c'est des petits éveillés qui posent des questions. Et même dans cette émission, vous allez voir, il y a des femmes musulmanes, hein, qu'on a posé même des questions sur le, comment on appelle la polygamie. Hein, voilà, je les suis, hein, ces petits-là. J'ai même leur numéro de téléphone en privé. D'accord. Je les suis. Et la question de, voilà des musulmanes ici. Donc cette émission-là, tout le monde passe là-bas. C'est vrai que les petits là, ce sont des éveilleurs de conscience. Mais cette émission là... non, t'inquiète, je vais veiller à ça, les élèves. Attends. Voilà, toute la Guinée passe là-bas. Donc, il peut pas dire que c'est une émission qui émite uniquement. Non, il n'a pas dit ça. Non, la femme, il n'a pas dit que c'est une émission qui émite. Il n'a pas dit ça. Il dit, le monsieur qui parlait, c'est traditionnaliste. Si c'est comme ça, on le prononce. Maintenant, toi, tu as dit non, que c'est pas ça, que c'est un musulman. Donc, c'est la preuve que tu devrais nous montrer. C'est ça qu'on attend.
Sinon, il n'a pas dit que c'est une émission Kémit et tout. S'il te plaît. Vas-y. Nous t'écoutons. Hein, la vidéo. Attendez, il est où? Je le cherche, le monsieur. Parce que pour comprendre en fait la vidéo, il faut tous les regarder. Non, pas du tout. On n'a pas ce temps-là. Trouve la vidéo et tu reviens, je vais te prendre. Voilà. Mystico-divine. Ok. L'excision et la circoncision sont nés ensemble pour une cause d'androgynie divine. Ça, c'est selon vous. Si c'est comme ça, tout ce que vous dites, je peux dire c'est selon vous. N'est-ce pas? Nous, en tout cas, nous, dans nos interventions, on se base vraiment sur quelque chose. Il y a les statistiques. Et vous, quand vous parlez, en fait, il faudrait que vous ayez au moins des sources. Il ne faudrait pas que vous dites seulement que c'est parce que c'est ce que vous pensez. Vous voulez que j'utilise votre chemin? Non, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Les Amazones, on va pas regarder l'émission. Non, modérateur. Oui, Medusa. Ce que tu fais là n'est pas honnête. Elle est en train de te montrer là où ceux qui ont interviewé lui disent même, mais ce que tu dis là ne se base sur aucune source. Nous, en islam, on donne des sources notamment. Donc, tu es censé donner des sources. Non, c'est pas ce qu'elle a dit, hein, Medusa. La question, elle a dit, c'est pas ce qu'elle a dit, hein, Medusa. Elle a dit que le monsieur... Non, elle a dit le monsieur n'a aucunement dit qu'il est traditionnaliste, ni musulman, ou quoi que ce soit. Non, tu as dit qu'il était musulman. Non, Medusa. Attends, Medusa, elle a dit ici que le monsieur était musulman. Tu as bien dit ici. Medusa, on va avancer, non? Medusa, on va avancer. Medusa, on va avancer. Là, voilà, on va avancer. Désolé, hein, les Amazones. Je suis désolé. C'est qui, Reine? Reine, tu veux poser une question? Oui, si vous me permettez rapidement, je prouve que ce monsieur c'est bel et bien traditionnaliste. J'ai la vidéo en entier ici. Non, pose juste ta question. Pose juste ta question et... Bonjour. Non, on est là pour poser des questions. On n'est pas là non, pour... non, Soyons... laisse. Elle n'a pas pu prouver, ça veut dire que non. Voilà, donc les élèves avaient raison. Les élèves avaient raison. Ok. Voilà, pose juste ta question. Dans ce podcast, l'excision, il dit au début qu'il est animiste. Les élèves avaient raison, ça c'est clair, on est clair dessus. La honte. Donc, moi, ma question est, quand Hérodote, en griffe, nous dit que il est arrivé en Égypte, parce que... Pose ta question à qui? Oui, ma question est à Médusa. D'accord, vas-y. Quand Hérodote dit que il va en Égypte, il fait une description de la population égyptienne en les dépeignant en tant que des Noirs. Et parmi les descriptions qu'il donne, il dit que ces gens-là pratiquent l'excision. Donc, si l'excision que ces gens-là pratiquaient était des Grecs, c'est qu'il est en train de dire que c'est les Grecs qui habitaient l'Égypte ancienne et que c'est eux qui étaient noirs. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Voilà, donc ma question est, quand Hérodote va en Égypte et qu'il rencontre les peuples égyptiens, quelle est la remarque qu'il fait concernant cette population? Vu que c'était les Grecs qui ont fait, parce qu'il a dit que c'est les Grecs qui ont fait. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est qui a initié les Grecs en Égypte ancienne? Qui les a initiés? C'est mes deux questions. Ok, merci Reine. Médusa, vous avez la parole. Bon, on a dit que c'était une question, c'est devenu deux questions. Tu n'as pas veillé à ça. Amazon n'a pas eu la chance de poser deux questions. Non, tu peux... On va... Il n'y a pas de souci. Premièrement... Qui l'a fait descendre? Laissez avoir écouter au moins la réponse. Mais c'est parce que c'est comme ça qu'on fait. Quelqu'un vient poser la question et puis la personne descend. À moins que tu veuilles que ça soit des débats. Ah, Médusa, Reine, la Amazon, elle était là, elle a même échangé avec... Médusa. C'est toi qui n'as pas... Pourtant, moi, je t'aime bien parce que tu instruis tout. Mais là, franchement, c'est compliqué. Mes frères, gère le panel correctement. Tu nous as dit, les gens montent pour poser des questions. Amazon est montée pour... Elle aurait dû poser une question. Tu devais veiller sur ça, c'est simple. Ok, vas-y. En fait, ce que je fais, c'est que j'essaie seulement de faire en sorte... Non. Non, tu vas pas t'attribuer ce mérite. Si c'est pour... Non, écoute-moi. Il faut faire respecter les lois tranquillement.
Oui, elle va descendre. Attends, Reine, attends, Reine. Non, on n'est pas là pour faire des débats avec... Vas-y, réponds. Moi d'abord. S'il vous Faut qu'on plaît. soit- Elle est descendue seule en plus, Médusa. Elle est descendue Dans toute ce cas, seule. pourquoi tu nous as fait comme si on avait descendu la personne? Donc arrête un peu ça. Mais tu n'es pas modo, ça te concerne, tonton? Mais c'est nous qui débattons en fait. Nous, on doit faire en sorte que les règles du live... Oui, mais soient- quand moi je parle là, je parle aux modos qui l'ont jeté, c'est pas toi. Tu n'es pas dedans. Pourquoi tu veux juger l'affaire des autres? Juste, Frère. vas-y, réponds s'il te plaît. Essaye juste de faire respecter les règles. J'ai fait, en tout cas, je fais l'effort. C'est toi qui es en train de me fatiguer un peu. Non, je ne te fatigue pas du tout. Bon, c'est juste que je veille à ce que le live ne vrille pas parce que je connais les loustiques. Tu vas pas t'attribuer Non. ce mérite. Réponds, Grando. Laisse tomber. Bon, premièrement, un témoignage n'est pas une preuve. En science, un témoignage n'est pas une preuve. Le fait que Hérodote puisse dire telle ou telle chose, par exemple, quand Hérodote, Strabon disent que les Égyptiens antiques étaient des Noirs, ce n'est pas parce qu'ils ont dit cela qu'on a accepté qu'ils étaient des Noirs. Il a fallu que Cheikh Anta Diop aille faire des études, par exemple, pour mesurer le taux de mélanine chez eux. Il a fallu l'associer à plein d'autres éléments de preuve. Mais un témoignage à lui seul ne constitue pas une preuve. C'est lorsqu'un témoignage est sous-tendu par des preuves, par des faits, que l'on peut dire que oui, donc ce témoignage est valide. Donc seulement, sauf que le témoignage de l'excision n'est sous-tendu par aucune preuve. Je répète, le témoignage sur l'excision n'est soutenu par aucune preuve. Je vous mets, je vous remets, je vous remets, je vous triple mets au défi de me sortir les preuves de la pratique de l'excision en Égypte antique. À part bavarder, vous n'êtes pas capable de le sortir. Mettez-nous en PLS. Venez sortir les preuves, c'est tout ce que je vous demande. Mais vous n'êtes pas capable. Un tel a dit ceci, un tel, d'accord, un tel a dit. Vous avez des preuves ou pas? Quand on dit que les Égyptiens antiques étaient noirs, on a des preuves ADN qui ont été réalisées sur des momies, par exemple, par des laboratoires comme DNA Tribes. Mais on n'a pas de preuves. Donc, nous sortir, c'est bien de nous sortir quelques éléments. Il y a des éléments que disaient les Grecs anciens, par exemple. Je vous l'ai dit, il y a des textes dans lesquels ils décrivent des éléments, mais qu'on ne trouve pas dans les faits, et qu'on trouve même le contraire de ce qu'il disait. Donc, dans les témoignages, chacun dit des choses. Maintenant, les témoignages qui seront concordés par des faits sont des témoignages par des preuves, sont des témoignages qui vont être acceptables, et ceux qui ne sont pas concordés par des faits, à ce moment-là, on attend si on a des faits, et tant qu'on n'a pas les faits, on ne les accepte pas comme une vérité. En logique, on appelle ça le rasoir de Hitchens. C'est-à-dire que est considéré comme vérité des éléments qui sont sous-tendus par des preuves. Et la charge de la preuve appartient à ceux qui font des affirmations. Vous affirmez que c'était égyptien, il n'y a pas de souci. Sortez-nous des preuves. Donc, tant qu'il n'y a pas de preuves, il n'y en a pas. Elle a posé une deuxième question. Tu peux me la rappeler, s'il te plaît? Je n'ai pas bien compris la deuxième. Je pense qu'elle a dit, est-ce que ceux qui habitaient en Égypte étaient des Grecs? Un truc comme ça. Est-ce que ceux qui habitaient en Égypte antique étaient des Grecs? Ouais. Parce que c'était par rapport à la première question qu'elle a dit ça. Oui, est-ce que... Parce qu'elle dit les Grecs ont dépeint, c'est-à-dire ils ont raconté l'histoire de l'Égypte. Allô, voici la question. Elle a demandé si ce sont les Grecs qui ont envoyé l'excision, parce que Médusa a dit que c'est les Grecs qui ont envoyé l'excision en Égypte. Donc, si ce sont les Grecs qui ont envoyé l'excision en Égypte là-haut, faut qui les a initiés dedans? C'est la question qu'il a posée. En d'autres termes, Médusa, parce que tu as eu à dire ici que, j'arrive d'abord, tu as eu à dire ici que c'est les Grecs qui ont envoyé cela, leur pratique là en Égypte. Déjà, mais tu t'es déjà fait le Togo. Non, c'est pas les musulmans, c'est les Grecs. Parce qu'au moment que les Grecs sont arrivés en Égypte, il n'y avait pas d'islam. Donc, elle dit, si ce sont les Grecs qui ont envoyé cela, qui les a initiés? Israël, reste Médusa, s'il te plaît. Qui a initié les Grecs? Voilà, elle a écrit en commentaire. Qui a initié les Grecs? Qui a initié les Grecs, ça veut rien dire déjà initier les Grecs. Les Grecs avaient déjà leur pratique et leur culture avant de rentrer. C'est ce qu'on montre dans le livre de Amuna Ngoninba, je vous ai dit. Le titre du livre même, c'est l'excision, je vous lis le titre du livre. Le titre du livre, c'est l'excision aux sources d'une longue tradition et coutume eurasiatique. Donc c'est une tradition qui est très longue des coutumes eurasiatiques qui se pratiquaient donc dans toute l'Europe. Donc on a la preuve de la pratique de l'excision en Europe et en Asie. Par Asie, il faut entendre le Moyen-Orient. Voilà pourquoi on parle de eurasiatique, Eurasie.
Quand on dit que les Grecs ont pratiqué cela en Égypte antique, j'ai dit que les musulmans l'ont introduit pendant la colonisation musulmane. En quoi c'est faux? Israël, Kofi se met à rire pour dire que autogol. Il y a autogol dans quoi? Les musulmans l'ont introduit. Non, tu as dit que non, c'est faux. Tu as dit que c'est les musulmans qui ont fait l'excision. Tu dans as le dit reste ça. de l'Afrique, oui. Tu n'as pas dit qu'ils ont introduit. C'est ce que j'ai dit ça dans la c'est ce que j'ai dit. Les musulmans ont vu cela et ils ont introduit ça dans l'islam. Tu as dit c'est faux que c'est les musulmans qui ont envoyé l'excision. Tu as dit ceci. Faut pas changer tes non. Voici le modérateur qui est là. Voici le modérateur qui est là. Voici le modérateur qui est là. Attends. Écoute bien. Non, ne modifie pas mes paroles. Israël, ne modifie pas mes paroles. Premièrement, voici ce que j'ai dit. La plupart des pays africains qui pratiquent l'excision, tous les pays africains, même pas la plupart, je dis bien tous les pays africains qui pratiquent l'excision sont des pays qui sont à majorité musulmane. L'islam y est pratiqué. J'ai dit que c'est l'islam qui l'a introduit dans ces pays-là. C'est ce que j'ai dit et j'ai montré la carte. Donc ce que tu dis, ce que tu fais est une malhonnêteté et il faut faire très attention à être malhonnête. La Bible dit que le diable est le père des menteurs. Okay. J'ai montré les cartes. Attends s'il te plaît. J'ai montré des cartes de la pratique. Laisse-moi répondre s'il te plaît. J'ai sorti des cartes. J'ai montré la carte de la pratique de l'islam et j'ai montré la carte de la pratique de l'excision. Et j'ai dit que la raison pour laquelle ça se pratique dans ces pays-là, c'est parce que la colonisation arabo-musulmane, donc l'islam, l'a apporté là-bas. Parce qu'au cas où tu ne le savais pas, lorsque l'on castrait des hommes, on excisait aussi les femmes. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment. On castrait les hommes. Est-ce qu'en Afrique, on castrait les hommes de manière machinale comme ça? Pourtant, lorsque l'excision est, lorsque les colons sont arrivés, ils ont excisé aussi les femmes, mais on parle jamais. On a des preuves. Laissez-moi parler. Attends, Israël, va chuter. Moi, j'ai dit, non, il chute. Médusa, moi j'ai compris. Israël, chute, Médusa. Laisse-moi finir mon explication. Vas-y. Finis mon explication. Donc, cette pratique n'est pas africaine. C'est eux qui, donc, je l'ai dit. Donc, Israël, Kofi, je ne sais pas ce qu'il essaie de montrer. Maintenant, on démontre que les Grecs avaient introduit ça en Égypte antique. D'accord, mais est-ce que les Grecs étaient arrivés en Mauritanie? Est-ce que les Grecs étaient arrivés au Mali, en Guinée, où ça se pratique aujourd'hui? Non. Par contre, les Arabes sont arrivés là-bas. La culture des Arabes est arrivée là-bas.